J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Shinzo Sasageo. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et bonjour et bienvenue à tous sur Des bières et débats. Je suis aujourd'hui en compagnie de Astro. J'allais dire mon prénom, d'habitude tu me laisses le dire. Et oui. Bah là non. Bah bonjour. Bonjour. Voilà. Et je suis Pidou et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode peut-être le plus attendu de l'année, celui qui revient sur un an de complet, de chaos le plus total, d'ordre ou de chaos, on vous en reparlera la semaine prochaine, mais qui revient sur la censure du gouvernement Barnier. On vous fait le tour et puis ça va être beaucoup plus une conversation autour de tout cela. On va vous faire une petite mise en contexte tout d'abord. On a eu le budget qui a été donc source de tensions, de sujets, de débats, de beaucoup de controverses ces dernières semaines. Budget qui a mis du temps à être déposé étant donné le remaniement tardif qui a eu lieu et la nomination de Barnier au début de l'automne. Par la suite, évidemment, la logique des trois blocs a rendu très compliqué l'obtention d'un budget, notamment au niveau du PLFSS, donc le projet de loi de finances de sécurité sociale. Il y a eu un premier rejet tout d'abord à l'Assemblée nationale, ce qui est parti donc au Sénat, puis en commission mixte paritaire qui appelle donc le Sénat et l'Assemblée à en discuter. Si vous avez des échos un petit peu des petits souvenirs d'avant, c'est normal. On avait déjà entendu parler de cette commission mixte paritaire lors de la loi immigration qui avait été votée en décembre 2023. Du coup, maintenant on est en 2024, sur le point de se finir. Et donc, voilà, on a eu ce même travail et la commission mixte paritaire est arrivée à un accord qui a été présenté, mais en arrivant à l'Assemblée nationale, voyant qu'il n'obtiendrait pas les voix, le gouvernement Barnier a préféré engager sa responsabilité en déposant un 49.3, qui est donc l'article de Constitution, qui permet de passer outre le Parlement et passer directement au Sénat. Sénat qui étant de majorité à droite, Barnier était plus ou moins assuré que ça passera à ce moment-là. Et donc, en contrepartie, deux motions de censure ont été déposées par LFI et le NFP et par le RN. Et la motion du NFP est passée le mercredi 4 décembre 2024. C'est la première motion de censure qui est réussie en 62 ans à passer, et Dieu sait qu'il y en a eu. Et donc le gouvernement Barnier est démissionnaire, a reposé sa démission, on vous parle le jeudi 5 ce matin, au président de la République, qui l'a accepté, qui a demandé à monsieur Barnier de s'occuper des affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et voilà tout ce que vous avez manqué dans les épisodes précédents, il me semble. Ça va, j'ai réussi à bien... J'aurais pas mieux fait. En 3 minutes. Voilà. J'ai rien à dire. Donc, comme on vous l'a dit aujourd'hui... Voilà. Ça va bientôt sur Hugo Décrypte. Il devrait faire ça, des 3 minutes où il explique tout. Ce serait beaucoup plus simple que ces 20 minutes de format où à chaque fois il met 40 ans à expliquer. Mais il le fait, hein. Non, mais 3 minutes. À chaque fois il met 20 minutes sur ces formats... Tout ce qu'il faut TikTok savoir. Et oui, moi je regarde. Il le fait sur Instagram aussi, je crois. Mais bref, comme je vous ai dit, ça va être beaucoup plus sur la forme d'une discussion aujourd'hui, un petit peu autour de ça. Vous connaissez un peu la formule et discussion que j'aimerais lancer. Tout d'abord, alors mon cher Astro, tu bois quoi toi aujourd'hui? Une Heineken. Une Heineken. Tout comme toi. Exactement pareil. Donc là, on n'est pas sur la bière de micro-ondes, on est sur la bière bien mainstream. On est sur de la bière de micro-ondes. Voilà. Donc, comme vous allez comprendre, je vais faire le podcast tout seul aujourd'hui et ça sera très bien comme ça. Non, j'aimerais te lancer, vu que t'es sur de très bons jeux de mots et de très bonnes idées, sur un petit peu quel est ton... Alors, on va peut-être pas faire aussi large que quel est ton avis sur tout ça. Mais, ordre au chaos. Est-ce que... Ah oui, dernier truc, Macron a parlé à 20h au moment où on vous parle pour faire un topo global un petit peu de la situation, dire que c'est... Bah non, en fait, là, je vais commencer à être subjectif, mais dire que c'était pas sa faute et que maintenant, faut se mettre au taf parce qu'on a des grands enjeux. Mais le point le plus important, qu'il n'abandonnait pas sa présidence, qu'il irait au bout de son mandat, c'est-à-dire 30 mois. 30 mois pour rebâtir la France. Le chrono est lancé. Donc, bah peut-être, tu sais quoi, je vais te lancer directement là-dessus, puis on va revenir forcément sur d'autres machins. 30 mois, c'est long. 30 mois, c'est très court, à la fois. Pour moi, c'est très court. Mais en politique, c'est très long. J'ai regardé Il y a des mois où il se passe des années, et des années où il se passe des mois. Allez, t'es pire que moi. C'est sa phrase. Oui, mais en plus, je crois que c'est la phrase d'un des conseillers à la sécurité de Nixon. Mais le truc que je voulais dire, c'est que j'ai regardé
le discours de Macron parce que je suis tombé dessus. D'habitude, je regarde pas, mais en parlant du Go Decrypt, j'ai regardé sur son live parce qu'il rediffuse en live aussi le discours. Et en fait, j'ai pas regardé ailleurs que là parce qu'en fait, t'as les commentaires qui défilent. Je trouvais ça intéressant de voir ce que les gens disaient. Donc, bon, c'est les gens de Twitch. T'as vu quelque chose parmi tous les bots qu'il doit y avoir c'est que les gens trouvaient ça très long, 30 mois. Ils disaient encore 30 mois, putain, mais c'est interminable, 30 mois. Et... Enfin, ils ont 15 ans, 30 mois, c'est la moitié de leur existence sexuelle. Voilà. Sur YouTube, pas vraiment, je pense pas. Parce que je pense que vraiment sur YouTube, il y avait vu le nom des pseudos. Patrick Duval, tu vois, m'étonnerait qu'il ait 30 ans. Qu'il ait 15 ans. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve que c'est très court en vrai, 30 mois. En politique, c'est vraiment court. Là, les prochaines élections, ça sera du coup en 2027. En mars 2027, probablement. T'es dans ces eaux-là, mars, avril, mai, là. Avril-mai, ouais. C'est toujours pour mon anniversaire. Pour le mien aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Sarkozy il avait pris son poste de président le jour de mon anniversaire. Putain, c'est stylé, moi c'était Hollande. Je m'en souviens de mémoire, c'était le jour même. Ouais, il a été élu ou il avait pris il a pris la passation de pouvoir, la cérémonie de passation de pouvoir, le jour même, entre Sarkozy et Chirac. Okay, ouais. C'était le jour de mon anniversaire. Alors que moi, Hollande, il a été vraiment élu le jour de mon anniv, là, le 6 mai 2012. Ah bah... Le monde de la finance s'est effondré ce jour-là. Hein. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que non, en vrai, moi, je trouve que c'est court. Je trouve qu'il a fait un discours à mes yeux qui était très classique, très simple, tu vois. Un cap clair. On n'a pas compris ce que c'était le cap. Une deadline. Bon, là, la deadline, elle est imposée par le temps. Il peut pas se représenter. Et contrebalancer, de dire... en même temps... Là où il a raison de mettre l'emphase, je vais pas le défendre beaucoup, mais sur ce coup-là, il a raison, c'est que malgré tout, il a pas un mandat facile. Les gens qui sont au pouvoir actuellement n'ont pas des mandats faciles. Il le dit. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des mandats faciles ? Quand t'as une pandémie suivie d'une guerre sur ton territoire, enfin, pas sur ton territoire, mais sur le territoire commun. Ouais, mais encore une fois. C'est plus difficile. Hollande, il a eu les attentats, il a eu la guerre en Syrie, comment il s'appelle ? Sarko, il a eu la guerre en Libye, il a eu la crise des subprimes. Il y a pas de mandat facile. Il y en a qui sont plus ou moins quand même... Là, c'est des grosses crises internationales. On le sait que là, depuis cette année, depuis l'année dernière, en tout cas depuis la crise en Ukraine, c'est des grosses crises internationales qu'on a, avec quand même des vraies menaces de guerre. Le Mali, c'était pas rien à l'époque. On avait quand même nos chaînes d'approvisionnement nucléaire qui étaient attaquées. Ce que je vais dire, ça va pas être politiquement correct, mais c'est vrai. Pour le grand public, ça les a moins impactés malgré tout. Que ce soit psychologiquement, moralement, personnellement, financièrement, ça les a moins impactés. Donc je veux pas dire si le Mali n'avait pas dégénéré comme il a dégénéré actuellement, on n'aurait pas eu l'Ukraine. Oui, parce que si on avait réussi à arrêter la Russie, non, mais ça, notamment en Syrie par exemple, pour une relation internationale. Si on avait la Libye, si on avait mieux géré, on n'aurait pas l'Ukraine. Non, mais dans le sens que il y a eu du laisser-faire qui a été fait pour la Russie, pour calmer le tigre, et au final, le tigre il s'est pas du tout calmé, il a avancé à pas de géant dans le feutré. C'est un ours. L'ours, exactement. Il est arrivé à pas de géant dans le feutré. Et là, d'un coup, on est tombé sur le cul en Ukraine. Oh là là. Mais on pensait qu'en lui donnant la Crimée, il allait se calmer. Parce que la Crimée, c'était pas rien non plus. Je ne rentrais pas dans ce débat. Mais non, tout ça pour te dire que Hollande, il l'a pas eu forcément facile non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la responsabilité qu'on lui fait porter des crises, elle est plus grande que pour les présidents précédents. C'est ça exactement. La crise des subprimes, ça vient des States, c'est pas Sarkozy. Ça va être plus 2-3 ans après, on va lui dire, tu vois, les gilets jaunes, on considère que c'est Macron, alors que c'est une accumulation d'une destruction de la classe moyenne depuis minimum Chirac, je trouve. En tout cas, milieu mandat Chirac, tu vois. La pandémie, on lui fait porter la responsabilité de la gestion des masques, de plein de trucs, alors que tous les pays en Occident étaient largués. Genre vraiment, il y en a pas un qui s'en est bien sorti. Et même les pays non occidentaux, ça s'est peut-être des fois moins bien passé. Et on lui fait porter la responsabilité des fois de la guerre en Ukraine, alors que globalement, moi, mon intime conviction, c'est que je pense que la vraie responsabilité, elle vient des États-Unis et qu'ils ont franchi la fameuse ligne rouge de plus étendre l'OTAN vers l'Est, plus ils ont acculé Poutine, qui a, lui, comme je sais plus ce qu'on dit là, la citation de dire que quand c'est le langage des rois, c'est-à-dire que quand ils ont plus rien à dire, ils font la guerre en fait, tu vois. Et donc n'importe quel président, tant qu'il n'aurait pas calmé les velléités à l'est de l'OTAN, bah dans tous les cas, il s'est retrouvé avec ça, tu vois. Peu importe le président. Donc c'est pour ça que je dis qu'il l'a eu moins facile, parce que
Mais t'as raison qu'aucun mandat n'est facile. Je te rejoins avec ça, mais on lui incombe plus la responsabilité. Mais là, c'est vrai que cette année, la responsabilité principale qui lui porte sur les épaules, et moi, c'est là où j'en viens à me demander. On a eu ce résultat des européennes qui a été glaçant, même si attendu, parce que quand même, pour une fois, les instituts de sondage l'avaient quand même juste. Et on avait la proportionnelle, pour le coup, aux européennes. Et donc, vraiment, ce soir-là, moi, je me rappelle vraiment, je me suis tourné, je savais pas qu'il allait parler. Et donc, je suis sur mes lives, et là, d'un coup, je vois la tête de Macron, et je fais, mais attends, monte le son à ma copine. Et là, il commence à parler, puis je fais, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'il vient de se prendre une rouste, et là, il parle, tout de suite, dans le feu de l'action, ça peut pas être bon. Et il dissout. Nous sommes en guerre. Ouais. Non, mais nous sommes en guerre, c'était annoncé, puis tu vois, on avait quand même on attendait qu'il parle quand même. Voilà. Là, moi, vraiment, ça a été une douche froide, et je pense qu'aujourd'hui, moi, la dissolution, on parlerait pas autant. Ouais. On parlerait pas autant du résultat des européennes. D'ailleurs, tout le monde l'a oublié, alors que c'est quand même majeur. Personne parle du résultat des européennes. Tout le monde parle de la dissolution. Et je pense qu'il y aurait pas eu de dissolution. On n'aurait quand même pas parlé du résultat des européennes. Parce que oui, sa légitimité était entachée du résultat des européennes. Mais le fait de faire un retour aux urnes, même si, et je conseille le podcast Do It Yourself où il est intervenu, dans son discours, il dit que le retour aux urnes ne peut jamais être une mauvaise décision. Mais le résultat démocratique est mauvais. Et en même temps, il représente très bien la population. Oui. Non, moi je trouve que quand il a raison, il dit je vous ai redonné la parole, j'ai fait ça, ok. Après, constituer un gouvernement avec une majorité de gens qui ont obtenu 7% à l'Assemblée nationale. Oh, pas que, non, il y a quand même ensemble, il y a pas que les républicains au gouvernement, faut arrêter un peu. Les postes vraiment importants, qui sont l'intérieur et le Premier ministre, qui sont parmi les plus importants aux yeux des Français. Enfin, la justice, l'éducation, tout ça, c'est à gauche. La justice, c'est du Diemigo. Il est littéralement issu du Parti Socialiste. Oui, c'est vrai. Tu sais, le vieux monsieur voilà. Anne Jonté à l'éducation, on fait plus à droite quand même qu'Anne Jonté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, les ministres qui se sont démarqués, alors peut-être c'est leur gestion de com aussi, ou c'est leur en face qu'on leur met parce que les médias sont tous à droite. Ça. Mais non, c'est une vanne, ça. Ouais. C'est une vanne, calme-toi. Jean-Rémy, lâche ce clavier. Non, mais parce qu'en vrai, on a surtout mis Bruno Retailleau, quoi, en gros. C'est les gens dans les gens qu'on a retenus de ce gouvernement-là qui est le vainqueur de ce mandat, d'ailleurs. Oui. Il n'y a aucun ministre qui est sorti par le haut plus que Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, issu des Républicains. Bruno Retailleau, qui était, selon moi, après Aurélien Pradier, le bon choix pour la droite. Ancien directeur du Puy du Fou. Oui. Je suis allé voir sa bio. Ouais. Non, puis chef parlementaire au Sénat aussi. Ah oui. Donc non. Mais je l'avais rencontré pendant la campagne de Pécresse. Oui, il m'angoisse un peu, mais c'est physique. Il avait été. T'as deux manières d'être traité en tant que militant. Comme Chirac Canon ou comme putain les gars, merci d'être là. Mais un vrai merci d'être là. Ouais. La Chirac Canon, c'est ce que tu vas avoir en 99% du temps avec tous les responsables. Et c'est pas une question de temps. Tu peux passer 30 secondes et me respecter et me dire merci vraiment d'être là, comme 30 minutes et me traiter de la chair à canon. Et tu sais, j'ai côtoyé un petit peu Renaissance, etc. Renaissance t'envoie comme de la chair à canon. LR t'envoie comme de la chair à canon aussi, mais Bruno Retailleau, il a montré un profond respect vis-à-vis de ses militants. Et là, j'étais un peu surpris. J'étais en mode putain, tu sais, comme ça change. Et c'est normal, en fait, de traiter tes militants bien. Mais ce soir-là, on était dans une salle des fêtes au fin fond de l'Auvergne, à Roya. Et pour autant, il était en mode, putain, merci les gars d'être là parce qu'on a besoin. Oublier la phrase de Chirac. On lui attribue, mais je sais pas si c'est vraiment de lui. Une main serrée est un vote gagné. Quand tu laisses une bonne impression aux gens, surtout quand c'est la première, c'est à vie. Ah oui. Et vous verrez souvent les hommes politiques qui sont genre ultra, bien aimés ou qui arrivent à se faire élire alors que tu comprends pas trop pourquoi, c'est parce que dès que tu les as en face de toi, ils sont sympas. Hollande a fait une grande partie de sa carrière sur le fait d'être sympa. Parce que quand tu l'as en face de toi, et même quand tu l'écoutes en interview tout seul, t'as envie de discuter avec lui, tu vois, il a un aura un peu sympa. Mais il y en a plein comme ça, tu vois. Et donc voilà. Mais moi, je trouve que
il porte, en tout cas, il l'a reconnu dans son discours, l'entière responsabilité effectivement de la dissolution. De la dissolution et du résultat actuel. Alors après, on pourrait peut-être, tiens, toi, comme on a parlé un peu aussi de ça, selon toi, une fois qu'il a fait la solution, on va peut-être pas refaire le match, mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire après? Est-ce que tu trouves que, par exemple, le fait d'avoir nommé Barnier, c'était bien, sachant que je suis un peu fier de moi parce qu'un des pronostics que j'ai fait, c'est le cas, il l'a dit dans son discours, quand je t'avais dit que son but, ça va être de montrer que l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est la même chose. Dans son discours, il a lié les deux. Hein. Il a dit qu'ils avaient voté la même chose, qu'ils faisaient la même chose, et que du coup, entre guillemets, c'est pas sa faute si on est dans cette situation aujourd'hui, parce que les extrêmes bouffent tout, tu vois. Et le truc de vouloir mettre ça de l'avant, ça, je te l'avais dit que de toute façon, en nommant à peu près n'importe qui de son camp, même s'il se prend une censure, il est pas perdant. Parce que son but, c'est de montrer que les autres sont incapables de faire quoi que ce soit. Oui, mais ça n'émeut que la petite bourgeoisie qui vraiment s'attelle au vote des gens. Personne. Tu dis que je fais partie de la petite bourgeoisie? Non. Je dis juste que, comment dire, c'est pas du tout la première fois que le RN et LFI, tu sais, si on prend que LFI, votent ensemble. Ouais, mais là, même sur des trucs majeurs. Les gens s'en souviendront. Parce qu'effectivement, les gens ne suivent pas trop, je pense, les votes à l'Assemblée, ce genre de trucs. Même pas parce que. Qui votent quoi, etc. Le dégagisme rend aveugle. Le dégagisme, c'est vraiment l'idée de se dire, quoi que ce soit la question en face, on veut juste s'opposer. Oui. C'est un non qu'on met. Bah, c'est Barnier, il a eu raison de le dire, là, je le crois, pour le coup, quand il dit, dès que je suis rentré dans mon bureau, on m'a dit, on votera la censure. Voilà. Alors qu'il avait pas parlé. Je me dis, oui, probablement. Mais, le RN aurait fait pareil pour Lucie Castet. On votera la censure, même si c'est une bonne idée. Et donc, je pense que les gens, ils vont comprendre, et c'est normal, le vote commun du RN et du NFP. Je suis pas d'accord avec ce dernier, mais je pense vraiment que de toute façon, il était inéluctable. Et deux, en fait, Macron, si c'était ça le but de Macron, il s'est fait encore plus entuber. Parce que je pense qu'est-ce qu'a eu le RN dans cette histoire? Ils vont très peu perdre du fait d'avoir voté une motion qui les insultait tata. Par contre, il va réussir à dire, vous voyez, ils avaient fait un front républicain contre nous. Et pour autant, vers qui on s'est tourné pour faire en sorte jusqu'au dernier matin avant le truc que le budget passe peut-être, c'est vers nous. Nous, on est capable du compromis. Nous, on est capable de faire ça. Jamais. Parce qu'évidemment, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Et tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Si ça avait une fois qu'on leur a donné les médicaments, ça a été l'indexation des retraites. Et une fois que c'était l'indexation des retraites. Non, ça, c'est tout le temps le truc. À chaque fois, on va dire l'union des droites ne se fera qu'au moment où on prendra les arguments de l'extrême droite et qu'on en fera les nôtres. C'est pas juste ça. C'est le fait de dire que si jamais tu vas sur leur terrain, c'est un terrain qui est glissant et eux, ils récupèrent les gains de tout ça, même s'ils sont pas à l'avant. Mais leurs idées perdurent. Et la préférence nationale, par exemple, qu'on avait l'an dernier, ce n'est pas un concept d'extrême droite. Ils ont rendu ce concept à eux. Et après, avec une habile stratégie de la cravate, ils l'ont inséré dans le discours public de telle manière à ce que maintenant les gens comprennent et trouvent logique le fait de privilégier un Français plutôt qu'un étranger. Et donc ça, je pense que les gens ils vont s'en souvenir. Dans beaucoup de pays. Ah oui, mais je dis pas l'inverse. Je veux pas les défendre plus que ça, mais... Mais jusque dans les années 2000, c'était le péniste que de dire qu'un Français avait plus de droits qu'un étranger sur une question, quoi que ce soit, hein, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, en fait, c'est le fait de glisser tout doucement vers l'extrême droite, alors que l'extrême droite, et ça on en reparlera plus tard, est noyautée par l'extrême gauche. Moi, ça me fascine à quel point les gens ceux qui se pavanent d'être extrême droite et patriotes aujourd'hui sont en fait des communistes jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire Jean-Philippe Tanguy, je sais pas si tu l'as écouté, il parle un peu comme ça, il a un petit peu des problèmes de locution. Oui, je vois qui c'est. Il est un peu petit et c'est le pire. C'est lui qui était à côté de Marine Le Pen à l'Assemblée. Oui, exact. Alors lui, il a bien gravi les échelons ces derniers temps. Alors, je veux pas du tout l'insulter ni quoi que ce soit, mais c'était un peu un guignol, parce que dans le sens que, mais guignol au sens marionnette. Parce que vraiment, elle réagissait au discours, notamment, j'ai regardé celui de Laurent Wauquiez, au discours de Laurent Wauquiez, etc. Puis c'est à des moments, ils ont fait les focus, puis genre vraiment, elle réagissait, et vraiment avec, comme sur Twitch, un décalage d'une seconde, il faisait la même chose. Ouais. Je suis en mode, frérot, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça particulier, tu vois. Donc oui, le Jean-Philippe Tanguy, là, marionnette, tout ce que tu veux, ça reste un putain de gars qui te reprend les idées de gauche. Il va te parler de petite bourgeoisie, il va te parler de lutte des classes, il va te parler de tout ça. Et à la limite, on est d'accord, on n'est pas d'accord là-dessus, pas de problème. Mais viens pas critiquer après l'extrême gauche
et dire que c'est les pires, c'est quoi que ce soit, etc. Moi, le même discours. En vrai de vrai, je pense que l'extrême gauche qu'on se qualifie, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la même chose. Et je trouve qu'un des trucs pour vraiment le comprendre, faut regarder le débat entre Mélenchon et Éric Zemmour pas celui qui était passé à Hanouna, mais dans la même vibe. Ils en ont fait un autre débat où ils se sont, à BFM. Et ils ont les mêmes enjeux, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes préoccupations. Et ce qui diverge fondamentalement, c'est vraiment la solution entre guillemets. Par exemple, la question migratoire. Non mais par exemple, la question migratoire, l'immigration est fondamentale chez Jean-Luc Mélenchon, puisque ça implique la créolisation qui va être repris après de l'autre côté par Zemmour en disant que c'est le grand remplacement. Mais tu vois qu'à la fin de la journée, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'immigration ? Tu vois que c'est la même question qui se pose. Et en fait, ils ont souvent à cœur les mêmes choses. Bien s'occuper des Français, en tout cas dans le discours qu'ils veulent, que économiquement la France ça aille bien, et que on s'occupe des problèmes des Français, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas de retrouver des trucs de langage ou des choses qui se ressemblent entre les deux. Et c'était Radi, un ancien compagnon, là à l'époque, pour ceux qui écoutaient le podcast, qui avait dit ça, que de toute façon les extrêmes, ils font juste des boucles. Et il y a un moment où ils se rejoignent. Ah oui, non mais totalement. L'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent sur des thèmes. Et je pense que quand je disais que Macron, c'était pas sa stratégie principale. C'était juste que dans toutes les stratégies qu'il a élaborées, il se disait le pire, c'est de me faire censurer. Mais si je me fais censurer par un double vote qui relie l'extrême droite et l'extrême gauche, je peux m'en sortir. Tu sais, je peux faire quelque chose avec. C'est quoi le mieux, ça serait que je sois pas censuré. Parce qu'une fois que tu as prouvé qu'ils pouvaient voter ensemble et que tu as tout fait pour monter l'extrême droite. C'est ce qu'il fait là. Parce que là, l'extrême droite n'a fait que gagner des points. Oui. Marine Le Pen a repris 4 points. Hein. Mais oui, parce que, mais c'est éphémère, je pense. C'est éphémère. Mais il n'empêche que c'est 4 points qu'elle a obtenus. C'est de voir ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, l'idée qu'il a amené de dire on va faire un gouvernement d'union nationale, là, où je veux que chaque parti soit représenté. Bah ça en vrai. Mais il le fera pas. Mais tu sais qu'il prendra pas de gens de LFI ou du RN. Il a dit que c'était des anti-républicains. On verra. Mais ce que je veux dire, c'est que plus en fait dans son mandat, en fait, s'il fait cette stratégie-là, c'est une stratégie qui a jamais été faite, qui peut être très dangereuse, comme tu disais, grand danger, grande réussite. C'est de dire, je vais leur donner un peu de pouvoir pour les ridiculiser au plus possible et pour montrer qu'ils sont incapables de gouverner. Et plus je leur donnerai un peu de pouvoir, plus je vais les bouffer. Parce que dans tous les cas, c'est quand même lui qui a le gros bout du bâton parce qu'il reste président de la République, dans la République française, globalement. Mais ça marche pas comme ça. Tu peux pas les ridiculiser comme ça. Bah si, à quel moment ça a fonctionné? À quel moment le fait de mettre quelqu'un en avant a fonctionné pour le ridiculiser? Si par exemple, dans 3-4 mois, il tient jusqu'en mars, et le budget n'est toujours pas voté en mars, et que du coup la loi est reconduite, et que par un fait de hasard, etc., parce que les chiffres, ils arrivent à bouger. Moi, je suis pas très bon en économie, mais je sais que les chiffres, tu peux pas facilement le faire ce que tu veux, mais tu peux un peu arranger la réalité. Il y a des petites augmentations d'impôts, où il y a des problèmes qui vont pas économiquement. Qui sera tenu responsable? Macron, il dira, moi, j'avais un budget. C'est eux qui m'ont poussé à refaire ça. Ouais, ce à quoi ils vont te répondre. Non, c'est toi qui nous a pas présenté un bon budget, qui nous a pas écouté, oui, qui a pas fait à la compromis. fin de la journée, il faudra voir, et là, ça va être la puissance de la communication qui va rentrer sur le terrain et qui parlera le plus fort, qui va être de dire, à la finalité de pourquoi les Français n'ont plus d'argent dans les poches, ça va être de savoir à qui est la faute. Mais tu te rends compte depuis un an et demi que ça fonctionne plus, la com de Macron. Il y a plus personne, même dans ses troupes. Le barrage républicain, il a un peu fonctionné. C'était pas la débâcle si annoncé que ça. T'as vu ensemble combien ils sont maintenant? Oui, mais ça pourrait être beaucoup plus pire. Ils auraient pu vraiment se faire. Ah oui, ils auraient pu ne plus exister du tout, mais ils auraient pu être 39. Non, mais pour un président, c'est du jamais vu. Jamais un président n'a été si peu représenté à l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est normal, parce que ça, encore une fois, ça c'était l'ancien débat, c'est normal parce que comme il n'y a pas de dissolution, et que les trucs arrivent après le calendrier... le septennat, quinquennat, c'est pareil. Il n'empêche que... Techniquement, quand il y a eu des cohabitations, ils n'ont pas été super bien représentés. Oui, mais il n'empêche que Macron a jamais... Enfin, il n'y a jamais eu un président d'exercice avec si peu de députés. Oui, mais quand t'es en cohabitation, t'es baisé quand même par contre. Regarde même dans la rue. Non, mais regarde même au sein des partis. Alors moi, j'ai peut-être pas la meilleure représentation, mais au sein des partis, les militants, il y en a plus dans son camp. C'est fini. Quand on parlait tu me disais, mais il peut faire un référendum, high risk, high reward, genre de faire ça et trucs comme ça.
Et moi, je te disais, mais il va le perdre, c'est sûr. Ah, oui, oui. Parce que c'était ça. C'était de dire que je pense que n'importe quelle question, il est pas plus bas que Hollande en termes d'opinion. Parce qu'Hollande avait atteint des tréfonds de 80%. Là, j'ai regardé avant le truc, il était je crois qu'il est à 75%, 76%. Ce qui est très très bas. D'opinion défavorable. Ah, ok, je croyais. Oui, d'habitude, on compte à l'inverse. C'est pour ça que... Et c'était comment on dit? Il était à 8 points. Un sondage de LCP, là. Donc, biaisé, semi-biaisé, tu vois. Mais, enfin, c'était pas CNews, quoi. C'est ça que je veux dire. C'était pas des gens où c'était pas, pas Blast, mais c'était pas l'humanité, tu vois. C'était pas des gens qui étaient forcément contre lui de base. Donc, et donc non, peu importe la question, moi je suis sûr et certain que si d'une manière ou d'une autre il se remet en position d'urne, il est terminé, tu vois. Donc c'est pour ça que jamais il fera un référendum, ou alors il veut juste il s'est déjà dit dans sa tête, je démissionne. Mais je te parle en termes de com. En termes de com, il n'a plus du tout la puissance qu'il avait à l'époque. Les médias roulent encore un peu pour lui, et encore il y a plus que BFM qui tourne pour Macron. Parce que tous les milliardaires ont changé de braquet. Mais vraiment, je pense que la com macroniste ne fonctionne plus. Ouais, mais quelle strat il lui reste? Moi, je pense qu'il ne lui reste plus rien. Ah, ok. Je pense que Macron... Parce que moi, je réfléchis quand même comme pour moi, c'est le capitaine du Titanic, Macron. Ouais, mais le Titanic, il a coulé à la fin. Hein. Et le capitaine n'a rien fait pour permettre que ça se passe pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, je me dis, dans les stratégies qu'il peut mettre en place pour essayer que ça soit pas le Obama français, c'est-à-dire qu'Obama, faut pas oublier qu'Obama, il est quand même parti, il y a eu Trump après. Donc en termes de douche froide, en termes d'ambiance. Et je dis pas que Trump est moins bien qu'Obama, cela, je m'en fous, je fais pas d'opinion politique, j'ai juste en termes de virage à 280 degrés en termes de personnalité et de 280. C'est bizarre comme le burger virage, là, du coup. Comme le burger. Chez Quick. Non. C'est chez McDo. C'est chez McDo? Moi, je le connais pas en vrai, j'y vais pas, donc je peux pas dire. Tu me fais un virage à 280, ce que ça représente? J'ai dit que j'étais pas très bon en maths. Ah ouais, non mais là c'est waouh. Okay, mais tu vois, tu sais, en termes de trucs, et que surtout, il n'est pas le legacy, l'héritage qui serait un affront, je pense, pour lui, qui a grandi dans une France où le but c'était d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Tu sais, parce que quand il y a eu Mitterrand, quand il y a eu Chirac, c'était toujours de reléguer au second tour et que ça soit lui qui l'amène au pouvoir. Bah, il a pas grand chose. Le seul moyen qu'il a, c'est pour moi, à mes yeux, de ma compréhension, je me dis à la fin de la journée, comme il peut pas les empêcher, c'est de montrer qu'ils sont mauvais, ou alors qu'ils sont comme eux, qui font partie de la même classe, tu vois, de la même espèce. Et en montrant qu'ils sont comme eux, bah, peut-être que les gens voudront pas voter, tu vois, je sais pas. Mais comme je te dis, 30 mois, c'est court, mais en même temps, il a le temps de pouvoir réussir à retourner peut-être d'une certaine manière l'opinion. Mais de toute façon, la vie politique est faite d'incertitudes. Donc les 30 prochains mois, ils sont à écrire. Ils sont jamais écrits. La question, c'est quelle stratégie politique à mener. Et la stratégie politique, il y a une chose en politique, quand tu as une stratégie, tu t'y tiens et tu ne lâches pas le morceau. Et Macron, il a une stratégie depuis 2 ans qui est mauvaise. Il n'a pas réussi et ces 5 premières années... Sa stratégie, c'est de prendre les gains et d'en faire une... Macron veut faire en sorte qu'on se souvienne de lui dans l'histoire. Macron, il voit Chirac et il se dit, putain, si les gens se souviennent de moi comme ils se souviennent de Chirac, malgré tous les sauts de merde qu'on a pu lui verser dessus, eh ben, ça me va. Macron, c'est un vainqueur. Je dis pas qu'il a tout gagné. Macron, il se voit comme un vainqueur. Macron, c'est un conquérant. Macron, c'est un bâtisseur. C'est pas pour rien qu'il a parlé de Notre-Dame. C'est parce qu'il veut qu'on associe Notre-Dame à lui. Est-ce que tu penses qu'il a déclenché lui-même le feu? Non, mais non. Il est allé avec son petit paquet d'allumettes. Non, mais le fait que, tu vois, comment dire? Notre-Dame, c'est puissant comme symbole dans l'histoire de France. Dans l'histoire de France, Notre-Dame, c'est le cœur religieux, donc le cœur battant, vraiment politique, de la France pendant 7 siècles. Pendant 7 siècles, toute la politique s'est résumée à un bâtiment. Moi, je préfère la cathédrale. Et lors de l'incendie de la cathédrale, le monde entier diffusait ça. C'est très très rare que je regarde la télé en live, genre vraiment où je me dis j'ai regardé la télé. Souvent, c'est pour des mauvaises nouvelles. Et là, je me souviens d'avoir vu ça en story Instagram et d'être allumé et d'avoir vu en direct comment ça s'appelle?
La flèche qui tombe. Bah, tu vois, moi, il y a le ça Bataclan. M'a marqué, hein. Bah ouais, voilà. Dans les trucs que j'ai regardé en live, le Bataclan, par exemple. Et Notre-Dame. Et le fameux moment, je sais où je suis. Enfin, tu sais, je me souviens où j'étais au moment où, voilà. Et j'avoue, et le discours de Macron pour le premier confinement aussi, la première fois qu'il parle en truc. Non, parce que j'étais curieux quand même. Oui. Mais c'est rare que je me dise, là, je vais me connecter, il faut que je regarde à tout prix, tu vois. Ah oui, non. Et moi, là, cette semaine aussi, pour le vote. C'est ça. Pour le vote de censure, parce que moi, j'y croyais, je pensais qu'il allait passer. Mais donc, du coup, tu vois, il y a cette question de se dire, qu'est-ce qu'il veut laisser derrière lui? Et le fait de laisser Notre-Dame derrière lui, c'est puissant. Mais tu crois que... Et je pense que les 30 mois qui arrivent, ça va être 30 mois de Notre-Dame. Tu crois que les gens vont se souvenir que c'est lui? Parce que ça... il fait tout pour. Actuellement, toute la propagande médiatique est faite pour. Je sais pas si t'es beaucoup branché sur les réseaux français. D'ailleurs, en commentaire, dites-le nous si jamais vous avez la même impression que moi. Mais moi, j'ai vraiment tout regardé là depuis France une Info semaine. Fait une belle propagande sur... propagande, c'est une propagande, mais pas dans le sens méchant, genre. Propagande, c'est toujours forcément pour... les gens méchants, mais la propagande, ce qu'il y a sur les paquets de clopes, c'est de la propagande, par exemple. Voilà, ça peut être des fois bien. Donc, ils font pas mal de... J'ai vu, là, les messages d'État rappelés et contrôlés par l'État. Les costumes, par exemple. Pas les costumes, pardon, je sais pas le bon terme. La tenue que vont avoir les religieux. C'est un évêque? C'est l'évêque? Bah, c'est l'évêque, pour la... Ouais. C'est un évêque, donc les tenues qu'ils ont fait, comment elles ont été faites. Le Monde, pareil, qui a dit... la décision qui a tout changé, là ils ont fait une vidéo sur ça. Je vois beaucoup de trucs alors que je cherche pas du tout, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que, à mon avis, 30 mois là maintenant, il a une course contre la montre pour marquer l'histoire. Il a une course contre la montre pour arrêter le conflit en Ukraine ou faire en sorte que les Français n'embarquent pas dans le conflit. Et sans embarquer dans ce débat, il en a parlé dans son discours. Il a dit que c'était 30 mois où il fallait assurer une stabilité vis-à-vis des conflits extérieurs. Et globalement, de toute façon, il y a beaucoup de chances pour que l'année prochaine, le conflit ukrainien, d'une manière ou d'une autre, se règle. Parce que globalement, ça va très très mal sur le front ukrainien. Tous les trucs qui sont vraiment informels, les gens sur le terrain, tout ça va pas bien pour l'Ukraine. Enfin, à partir du moment où l'armée américaine dit vous devriez abaisser l'âge de la conscription à 18 ans, c'est que... Voilà. La guerre, le problème, c'est qu'un jour, c'est l'un, un jour, c'est l'autre. Le front russe était vraiment dans la merde il y a 3 mois. La guerre, il faut prendre un jour à la fois. Avec Trump aussi, qui lui veut, dans son mandat, il en a besoin, je pense, d'ici les élections de mi-mandat américaines, de régler ce problème-là. Il veut être pris au sérieux d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, il a cédé sur la plus grosse demande de Poutine. On le sait. L'OTAN, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN avec la présidence de Trump. Il vient de dire l'inverse, Zelensky. Mais Zelensky, c'est pas lui qui a le dernier mot, puisque si les États-Unis sont contre, il ne rentrera. Il suffit d'un pays qui soit contre. Hein. Donc si les États-Unis font signer un papier d'une manière ou d'une autre en disant on va t'armer Zelensky, on va armer l'Ukraine, la partie qui reste à sauver, on va la sauver. Bon, les autres territoires, c'est terminé, dis-leur bonsoir. Et on fait signer un papier pendant 35 ans, tu ne rentres pas dans l'OTAN minimum. Voilà, c'est acté, c'est un papier. Sinon, c'est la guerre. Donc, mais Macron, il faudra qu'il fasse partie de ce deal. Ils seront tous morts. Poutine sera mort, l'autre sera mort. À moins que Poutine attrône tout le monde et vive jusqu'à plus de 100 ans, peut-être. Mais il sera probablement mort parce qu'il a 70 balais. Il va se faire couper la tête comme dans, je sais plus quoi là, et mettre dans un petit. Comme dans Futurama. Voilà, c'est ça. Futurama, Nixon, il est toujours président. Voilà, donc Trump sera bien évidemment mort depuis au moins 15 ans. Donc, parce qu'il va pas bien, Trump. Je sais pas si tu vois les photos. Enfin, dans le sens, il va pas bien. Il va bien. Mais il a pris un énorme coup de vieux aussi. Hein. Je sais pas si t'as vu par rapport à son mandat de 2016. Moi, on m'a dit qu'il allait mourir 14 fois pendant le Covid. Moi, je pense pas qu'il va mourir. C'est juste que c'est fou. Mais d'un autre côté, c'est normal. Il s'est passé 10 ans. Ouais, mais comme tous, regarde Macron depuis le premier mandat. C'était un gamin en 2017. Oui, mais c'est pareil. Là, maintenant, il est daddy as fuck. Il y a un truc de vieillesse il vieillit pas très bien, Trump non plus, tu vois. Tu vois, Poutine, ça fait 10 ans, mais t'as l'impression qu'il bouge pas. Ouais. C'est la photo avec... Poutine s'entretient et pas Trump. Hein. Oui, il mange du McDo dans son truc. Avec Trudeau. Là, je me suis dit, putain, c'est un vieux qui est surmaquillé, quoi. Je sais pas si t'as vu quand ils mangent ensemble, là. Non. Bref. Mais tout ça pour dire que, pour revenir à Macron, moi, honnêtement, je pense que son but ultime, son vrai legacy, ce serait de battre l'extrême droite, je pense. C'est peut-être ça qu'il vise aussi. Je pense vraiment pas qu'il veut que ça soit... Et pas l'extrême gauche ? Je pense, sincèrement, qu'il sait que l'extrême gauche ne peut pas être élue. En tout cas, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'on disait, l'extrême droite. Hein. Oui, mais je pense qu'il croit que l'extrême gauche ne peut pas être élue parce que ils n'arriveront jamais, et là,
Baron Noir pourra peut-être nous tracer une droite directe. Mais l'extrême gauche, au sens LFI, au sens tous ces gens-là, n'arriveront jamais à dégager, à fédérer assez de gens. Ils sont trop... T'as besoin de combien 2% de la population pour faire une révolution, il me semble, non? Oui, je crois que stratégiquement, oui, c'est ça, mais... Parce que l'extrême gauche prendra pas le pouvoir par les urnes. Ça, je pense que Mélenchon en est pleinement conscient. L'extrême gauche prendra le pouvoir par la force. Ça, c'est une autre strate, mais... Si on veut vraiment renverser... L'armée est profondément attachée à l'État français et la nation, et elle prendra jamais sa part. Et on sait que les révolutions, généralement... Mais une révolution populaire, une manif populaire comme Mélenchon la veut, mais il vraiment pas, parce qu'il faudra être violent. Violent au sens politique, mais aussi physique. Au bout d'un moment, si tu veux renverser le pouvoir, si tu veux péter la table, il faut la péter la table. Donc, moi, je ne vois pas ces gens-là devenir violents. Moi, je vois pas l'extrême gauche faire autrement. Ils sont acculés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément ce que je pense personnellement, mais c'est ce que je pense pour moi Macron. Il sait qu'il y a aucun moyen que par les urnes, en 2027, Mélenchon soit président. Par contre, il sait qu'il y a moyen vraiment. Et alors pourquoi il fait tout pour faire monter l'extrême droite? Ça ne marche pas. Tu peux pas faire monter quelqu'un sur la scène, attendre que peut-être il se ridiculise parce que non, tu crées les conditions de ça. C'est pas pareil. Tu crées les conditions. Mais tu te rends compte du chaos. Je pense pas parce que Macron a profondément, qu'on le veuille ou non, Macron a profondément la France à cœur. Moi, je pense qu'il aime vraiment les Français. Je pense qu'il aime la France de manière générale. Il s'inscrit dans une tradition. Il veut quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, il peut pas créer le chaos parce que ça va créer beaucoup de mal autour de lui. Ça va faire beaucoup de gens qui souffrent. Et on le voit déjà. Le nombre de gens qui sont sous le seuil de pauvreté chaque année. Les gens qui pointent de plus en plus au Resto du Cœur. Mais je suis d'accord que ça va très mal. Mais pour revenir à la question, du coup, il fait quoi pendant 30 mois? Il fait juste la cathédrale et il fait des grands projets. Il part dans une politique de grands projets. Une politique pharaonique. Il s'écarte. Ouais. Lui, il devient pharaonique. Il devient le Jupiter, mais il s'écarte de la politique aérienne. Une bibliothèque, un musée. Plus grand. Un centre. Beaucoup plus. Il faut faire beaucoup plus. Un stade de foot. Il y a énorme. Non. Je te parle de réforme constitutionnelle. Ah. Je te parle de grands changements. Tiens, colossaux. J'ai envie de voir pour toi. Si par exemple un truc qu'il pourrait faire. Alors. Ça va peut-être ouvrir un débat trop long, mais c'est pas grave, j'y ai pensé à ça. Parce que tu sais mon problème avec le calendrier électoral. Je trouve que le calendrier électoral... Parce que ma réflexion, elle est venue du fait que selon toi, et tu me corrigeras si je me trompe, un président ne doit pas démissionner. Jamais. Donc, s'il peut pas démissionner, le seul moyen qu'il a de plus ou moins démissionner sans dire j'ai démissionné, c'est d'organiser un référendum à son bon vouloir. En engageant sa responsabilité dans ce dernier. Aller voir le discours de comment il s'appelle, Charles de Gaulle en 1969. C'est comme ça qu'on engage sa responsabilité. La tâche de l'État deviendrait irrémédiablement impossible. Je crois que c'est ça qu'il dit. Mais le truc, c'est que il y a un déficit démocratique assez lourd en Occident et en France particulièrement. Est-ce que l'idée que on arrête que oui, on élise une partie de l'Assemblée, alors soit une partie, soit toute l'Assemblée, après l'élection présidentielle, et qu'on refasse la même chose 2 ans et demi après, une élection de mi-mandat, pour redonner la possibilité aux gens de dire on n'est pas du tout d'accord avec cette politique ou on est un peu d'accord avec. Ce qui permettrait, entre guillemets, de catalyser les grandes crises parce qu'on les verrait venir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en gros, ce que je dis, je l'invente pas du tout, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais aux États-Unis, leur pouvoir présidentiel, il est tout pété. Ce qui fait que si le président il perd les élections de mi-mandat, il est un peu comme un con. En France, ses pouvoirs sont beaucoup plus sont séparés. Le président aussi a une plus grande marge de manœuvre, donc il pourrait quand même dissoudre l'Assemblée derrière. Tu sais, il pourrait quand même conserver des trucs si jamais ça déraille. Il conserverait le gros bout du bâton. Mais ça engagerait une forme de responsabilité et ça engagerait aussi les parlementaires à vraiment travailler et aussi à redonner une possibilité au peuple de dire ah là on est vraiment pas du tout d'accord avec ce que tu fais frérot, là ça va pas, tu vois. Et par exemple dans les réformes qu'ils pourraient faire, ça serait de redonner plus de pouvoir entre guillemets aux gens, de donner plus de choix, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je réfléchis un peu à voix haute, mais dans les grands chantiers, tu vois, une réforme constitutionnelle qui se passerait à la postérité et qui serait en contradiction totale avec tout ce qu'il a fait, enfin pas tout ce qu'il a fait, avec toute l'image qu'il renvoie, pardon, de dire
t'as l'impression qu'il est très seul dans son bureau à prendre des décisions, qu'il consulte personne, etc. Et de dire, bah moi, mon héritage, c'est de vous avoir redonné plus de moyens de parler. Je pense vraiment pas. Je me disais juste, tu sais, quand je réfléchissais à voix haute, tout seul. Je pense pas que c'est souhaitable, tout d'abord, parce que ce qu'on veut éviter, si je fais mon boomer, c'est une tiktokisation de la politique. On veut pas avoir des politiques qui changent parce que l'algorithme a mis plus en avant telle ou telle tendance, entre grandes guillemets, non, mais dans le sens que, mais ça s'applique à tous les médias, hein, bien évidemment, que tu sais, je vais te prendre un peu. Tu sais quoi, je vais arrêter de taper sur l'extrême droite, je vais taper un peu sur l'extrême gauche. Je vais te prendre, allez, les pronoms. Allez, hop, on y va, les deux pieds dans le plat. Toute la mode des pronoms qui a pas arrêté d'émerger pendant le confinement, l'après-confinement, etc., sur laquelle les gens, au final, maintenant, ne les appliquent pas tant et tout, et on reprend un peu notre débat de l'autre jour, de quelques épisodes précédents, c'est des vagues où on parle beaucoup, et puis à la fin, ça survit pas. Oui, mais quand on en parle beaucoup, déjà, ça crée énormément de conflits. Et c'est pas seulement des conflits qui se passent à l'Assemblée nationale, c'est des conflits qui se passent autour de la table. Mm-hmm. C'est des conflits qui impactent les gens très fort dans leur vie, qui peuvent créer des grosses engueulades et dans des familles, des ruptures vraiment, vraiment sévères. Et ça, je te prends ça, mais à droite, je pourrais retaper sur l'immigration, je pourrais te prendre les questions de genre à gauche, je pourrais te prendre les questions de sécurité à droite, bref. Moi, ce que je veux éviter, c'est la division. Et la division, le problème, c'est que tous ceux qu'on a à la télé, ils vivent pas. On dirait qu'ils sont, et c'est un peu facile de dire ça, on dirait qu'ils sont déconnectés. C'est juste que ils sont pas dans la vie des gens et c'est normal. Et c'est pas le mandat qu'on leur a donné. Mais le problème, c'est que ça vient avec une responsabilité. Si tu arrives en tant qu'extrême gauche et que tu dis oui, on va abroger le délit d'apologie du terrorisme parce que regardez, c'est un moyen aussi de poursuivre de manière outrancière certains journalistes, etc. Ouais, tu dois certains députés. Comprendre. Bah oui. Ça, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que il y a que eux qui sont accusés de ça. Totalement. Et c'est eux qui veulent le défaire. C'est un peu comme si t'avais Fillon qui dirait la loi sur les emplois fictifs. Voilà. Moi, je trouve que elle est un peu inégale quand même, parce que des fois, il y a des gens, ils travaillent vraiment. Des fois, ils engagent vraiment leurs femmes. Ouais. Et là, je suis en mode. Ouais, mais gros, ça peut pas être le pompier pyromane qui va te dire qu'il faut acheter plus d'allumettes, frérot. Non, ça peut pas être comme ça que ça marche. Et tu peux pas, sous couvert que c'est peut-être une bonne loi, parce que c'est vrai que, le débat, les lanceurs d'alerte, les trucs comme ça, ils sont vraiment poursuivis pour des conneries, des fois. Ah bah oui, le mec qui a dénoncé, par exemple, les dans l'agriculture. Oui. Les glyphosates? Ouais, le glyphosate, tout ça, il y a une énorme omerta parce que les mecs avaient trop peur, etc., tu vois. Et si tu te dis qu'ils peuvent pas être poursuivis, enfin, le débat de comment on devrait juger ça, c'est intéressant, tu vois. Et il est sain. Il y a plein de débats que tu peux apporter à l'Assemblée, mais tu es peut-être pas la meilleure personne et surtout pas avec le bon véhicule législatif. Et là, c'est très grave. Et donc, le problème, c'est que d'avoir des élections, ça crée des moments de tension et de clash parce que c'est là où tu dois te définir en tant que politique. Donc, tu dois dire, toi et moi, on est en compétition, donc on est différent, donc on pense différemment, donc mon monde est meilleur que le tien. Et donc mes électeurs sont meilleurs que les tiens. Sauf que les Français, quand ils se rejoignent le dimanche à table, avec le tonton, la tata, le cousin, la cousine qui est devenue une écolo bobo, VG, etc. Et l'autre qui est le vieil oncle conservateur, un peu, voilà, etc. Mais ça va se foutre sur la gueule. Et mais tu on n'a pas besoin de ça. Plus, on apprendrait plus aussi. Je pense parler pas. Comme on parle toi et moi, ou genre je sais pas, à l'école aussi on pourrait peut-être rajouter des. Moi je voudrais qu'on ait des cours de débat. Mais je pense qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin qu'à Paris ils mettent des grands trucs en avant pour qu'autour de la table on ait des sujets de discussion politique. Mais tu crois pas que les gens, peut-être la réforme elle est pourrie, ma réforme, mais c'était plus l'idée de dire, tu crois pas que les gens devraient plus pratiquer leur démocratie? Non. Okay. Même le référendum d'initiative citoyenne, je pense pas que c'est une bonne idée parce que je pense pas que les gens sont il est très dur à mettre en place, intéressés. Oui, en plus. Mais je pense pas que les gens sont à ce point-là intéressés non plus à changer le cours du pays sur des questions dont ils n'ont ni les tenants, ni forcément les aboutissements. Est-ce que toi, demain, si tu dois voter pour ou contre le Mercosur, tu es capable d'avoir un avis? Non. Ah, c'est une grande question, on t'a nourri plein de trucs sur BFM, pas de problème. Mais si demain on te dit d'accord, ok, sur le Mercosur t'es capable. Par contre sur l'application de telle taxe vis-à-vis de tel carburant qui est utilisé dans tel contexte et qui touche tel truc. Est-ce que tu trouves que la Suisse c'est un mauvais impossible. Système? Je pense que la Suisse est dans un microcosme
sociale, économique, je pense que c'est politique. C'est une erreur, hein, la Suisse, à l'échelle politique. Oui, mais qui empêche la généralisation. Mais oui, non mais. Ils vivent dans un monde totalement différent du nôtre. La grande différence avec la Suisse, que souvent on met pas trop de l'avant, c'est que c'est un pays ultra fragmenté. Ah oui. C'est qu'il faudrait que la PACA devienne presque autonome, que je connais que la PACA dans les régions, mais la Bretagne, comment s'appelle là où il y a la Bretagne, la région générale. C'est-à-dire le nom de la région, Bretagne, c'est pas mal déjà là. C'est le nom de la région. La Bretagne, oui. Ok, bon. Non mais parce qu'ils ont. Ah, tu veux dire le découpage. Oui, le découpage. Ah, ça je sais pas. Et tu sais qu'on est des provinces, quoi. Mais ça, au sens canadien et. Tu vois, quand je parlais de réforme constitutionnelle de Macron, moi je pense que ça c'est le grand chantier qu'il doit entamer. Il doit entamer une décentralisation majeure. Mais quand je te dis majeure, tu vois, mais ça implique plus de politique au président. Et du coup, les gens vont plus s'impliquer aussi. Oui, mais parce qu'en fait, tu déplaces. Non, parce que tu déplaces le curseur. Tu donnes plus de pouvoir aux régions, et moi je te parle d'un pouvoir culturel, politique, une politique de l'offre qui est importante. C'est-à-dire que les taxes ne sont pas toutes remontées à Paris. La plupart des taxes sont remontées au niveau de la région. Ça te permet des circuits courts, ça te permet des prises des hôpitaux, par exactement. Exemple, pourrait ne pas être géré par le ministre de la Santé. Enfin, globalement. Tu peux réduire aussi le nombre de députés à Paris. Parce que maintenant, tu vas avoir des représentants de régions qui remonteront à Paris. Et au sein des régions, alors là, il y a des travaux, etc. L'intérêt, ce n'est pas de dédoubler, ce qui est souvent reproché par les indépendantistes québécois, de dédoubler la santé entre la province et l'État, etc. C'est d'être beaucoup plus intelligent dans la manière de gérer. Actuellement, on a déjà ce dédoublement. Puis on a des fois la même office qui est au national, au régional, au départemental et au cantonal. Au cantonal, pardon. Mais en plus, la France a toutes les infrastructures pour le faire demain. Ah, bien sûr. On a un claquement de doigts avec les préfets, les sous-préfets, enfin, t'as tout l'administratif et puis la France est un grand pays administratif. Sauf que ça contrevient à un article de la Constitution qui dit que la France est une et indivisible. Et je comprends que on n'est pas en train de la diviser en donnant plus de pouvoir aux régions. Mais si tu reconnais le pouvoir culturel de la Corse, sa langue, tu reconnais la nation corse. Ouais, non, c'est pas vrai. Non, mais tu reconnais les Bretons, tu reconnais les Auvergnats, tu reconnais les Basques. Oui. Et petit à petit, c'est vrai que tu peux avoir cette peur de séparatisme. Mais moi, je pense qu'au contraire, tu vas assouvir des demandes de reconnaissance personnelle. Parce que pour moi, le séparatisme, et j'en sais quelque chose, dans le sens que je l'ai étudié, il faut qu'il y ait des bris et qui soient fondamentaux pour que ça fonctionne. Le Québec, il y a vraiment un problème, un enjeu, parce qu'ils parlent pas la même langue. Genre, je sais pas si on se rend compte de le degré de différence. Et le québécois, c'est pas l'anglais. Genre, c'est quand même très, très, très différent. Alors oui, à terme, on peut me dire, par exemple, si tu prends l'exemple des États-Unis, tu prends la Californie, le Texas, ils sont prêts à se foutre sur la gueule, tout ça ne sont, j'ai pas le bon mot, mais c'est du fantasme, c'est de l'ordre du fantasme. Les Américains, ils sont pas du tout réellement, factuellement, au bord d'une guerre civile. Ils se réveillent pas le matin en mode si on partait en guerre. Par contre, demain, tu peux être sûr qu'il y a un Américain qui meurt n'importe où dans le monde s'il est soldat américain. Ils sont tous sous le drapeau. Et là, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes trucs. Alors évidemment, il y aura peut-être un peu de racisme. Et ceux en première ligne, ça sera pas ça sera pas des blancs. Mais c'est souvent le cas dans l'armée américaine. Mais globalement, ils sont capables de se recentrer sur les bonnes choses. Et quoi qu'on en dise, l'élection de Trump, par exemple, a montré que les Américains, ils sont capables d'être d'accord. Parce que fondamentalement, Trump, il a gagné sur tous les tableaux. Et il n'y a pas genre à pinailler. Tous les swing states. Non, mais voilà, ils sont tous d'accord sur le même truc. Mais même à l'échelle, il a gagné 3 États, je crois, globalement. C'est très peu. Et des États qui ne bougent pas depuis des années et qui sont, voilà. Et donc, je suis en mode, en vrai, les Américains, c'est le fantasme européen de penser qu'ils vont faire une guerre civile. Parce qu'il y en a une il y a 200 ans. Moi, je crois très peu à ça. Je pense qu'il peut y avoir des affrontements très violents aux États-Unis. Par exemple, je sais pas si tu l'as vu, le documentaire sur Netflix de Waco, où vraiment ça tire au char Abrams et au lance-roquettes d'une secte contre l'armée américaine. Ah oui. Les chars qui en Ukraine, c'est les mêmes qui a été déployé sur ce truc-là. Donc ça peut aller violent. C'est pour ça que les gens se disent, en France, t'imagines un char Leclerc qui serait dans les rues de Paris ou même dans une petite ville, une bourgade pour aller démarrer une secte, la secte de Raël. Impossible, tu vois. Non, mais par contre, une cellule islamiste. Un char, il en faut quand même.
Ils ont les lance-roquettes, hein, les islamistes en France. Hein. Ils les ont. Nous, à Clermont-Ferrand, ils les ont saisis. Ils avaient des snipers. À Waco, ils avaient des snipers 45 mm, enfin des trucs. C'est vraiment un champ de guerre, tu vois. Donc tu te dis oui, mais il y a une vraie unité qui existe, qui est le dollar, qui est le drapeau et qui est la liberté globalement, parce qu'ils veulent tous être libres. Que même les démocrates, tu sais, quand je te dis ils ont souvent les mêmes problèmes, pas les mêmes solutions. Les démocrates, leur but, c'est d'être libre. Je vais être libre d'avoir mes pronoms, je vais être libre de changer de sexe et je vais être libre voilà. Et les autres, c'est je vais être libre d'avoir des armes à feu, libre de bouffer mon steak, et libre de avoir mon 4x4 et ma religion, et tu me foutes la paix surtout. Et de t'appeler il alors que tu ressembles à elle, tu vois. C'est voilà. Mais et pour moi, je suis dans tous les modèles que je connais, les démocraties saines qu'on met souvent de l'avant. Souvent, c'est celles qui sont comme ça. Alors après, on va me dire, mais regarde l'Allemagne, c'est extrêmement fragmenté. Oui, mais frérot, on n'a pas l'histoire de l'Allemagne déjà. Oui, puis c'est pas exactement pour les mêmes raisons que l'Allemagne est fragmentée aujourd'hui. Non, mais si, il y a ça, on va te le sortir. L'Italie, que tu connais à mon avis très bien l'histoire, quel pays est plus fragmenté jusqu'en 1860 ? Et quel pays uni aujourd'hui ? Et je suis désolé, quand tu connais un peu l'Italie, tu prends la Sicile et tu prends Florence, c'est pas le même pays. Ah oui, totalement. Déjà, c'est pas la même langue, que presque, c'est pas le même pays. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance et c'est fragmenté, l'Italie, dans ces trucs-là. Le problème, c'est que... Donc moi, je suis assez favorable à ce genre de choses. Ouais. Parce que je pense aussi, pour terminer au débat qu'on avait, que le grand problème, c'est qu'on n'a pas de projet commun, mais on n'a pas de sensation d'unité. En termes d'individus. D'appartenance, de sentiment d'appartenance. Du patriotisme. Parce que je pense que la nation, aujourd'hui, ça marche plus. Parce que la mondialisation l'a écrasé. Et que si on te ramène ça à une échelle plus basse, qui est... Tu vois, moi, je me définirais beaucoup plus comme aixois que comme français avant, tu vois. Pourtant, je suis français. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je suis très fier d'être français globalement. Mais quand tu me dis, tu viens d'où ? Très rarement, je vais dire, je viens de France. Et j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Je vais dire, je viens d'Aix, une petite ville dans le sud. T'avais une chanson de Big Flo Oli qui disait, c'est quand on est à l'étranger qu'on se sent français. Oui. Et c'est vrai que quand t'es en France, regarde, eux, justement, ils se revendiquent de Toulouse, etc. Alors évidemment, ça serait un peu déplacé, et c'est un peu le problème, c'est que l'extrême droite a pris la rhétorique de dire... à Paris aussi beaucoup, hein, les gens se disent, vous ne pas être associés aux Parisiens. Mais, et c'est précisément mon point, je parlais de Saint-Louis tout à l'heure, depuis Louis XI, la construction et l'unification de la France est faite par la force contre les peuples. Et Napoléon, ton pote, là, il a bien... c'est pas lui, non, ça a été la Première République surtout qui a bien violenté les Vendéens. Et après les langues aussi. Les langues, lui, il est arrivé dans les pays, il disait vous parlez ce que vous voulez. En France. En France après derrière, il a fait la continuité de la première à ce niveau-là. Il a dit c'est le français qui est parlé, etc. Et parce que lui aussi en a énormément souffert. Ah oui. Mais l'idée même est de se dire que à quel point aussi. Tu sais, ça, c'est beau, c'est des volontés, etc. Mais comment on fait ? On a un grand écart. Parce que il faut qu'on devienne de plus en plus européen si on veut continuer d'être en paix avec nos voisins. Parce que l'Europe n'est jamais stagnante. Elle est toujours vers plus de fédéralisme. Elle ne peut pas stagner dans sa position. L'Union européenne, on peut dire ce qu'on veut. Il y a une raison pour laquelle, à mon avis, pendant 2000 ans, on s'est foutu sur la gueule. Et il y a une raison pour laquelle, depuis 1945, on ne se fout plus sur la gueule. La seule différence, c'est qu'à un moment, on a décidé de relier nos économies. Et ça, je pense que c'est un consensus, au moins sur le concept de dire que l'UE, c'est la paix. Après, derrière, on lui met tous les mots du monde. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Et encore, on lui met tous les mots du monde quand on a personne sur qui taper. Parce que là, actuellement, on parle plus que c'est la faute de l'Union européenne pour les agriculteurs. C'est la faute à Macron. C'est la faute à Barnier. C'est la faute à ceci, cela. Mais si tu remarques, dès qu'on a quelqu'un plus en bas de la chaîne sur qui taper, on tape. Donc, l'idée de revenir sur Louis XI jusqu'à maintenant, 600 ans de construction française, Coubertin, tout ça. Voilà. La grande France. C'est dur d'avancer ce genre de programme. Mais moi, je pense qu'on se sentira d'autant plus français quand on se sera conforté dans nos identités propres. Quand on aura dit, regardez. Moi, je suis auvergnat, puis on a déjà le blason, puis on a déjà tout. À Aix-en-Provence, sur la mairie, il y a 4 drapeaux. Il y a le drapeau de la PACA avec le poisson. Enfin, le drapeau, voilà. Il y a le drapeau français, le drapeau européen. Il y a 3 drapeaux. Magnifique, d'ailleurs, la mairie d'Aix-en-Provence. J'y étais là récemment. C'était une très belle place. Oui.
Mais par contre, les restaurants, qu'est-ce qu'ils sont chers autour de cette place? Tout est cher. Le Margot, Mago ou un truc comme ça. Oui, le Margot, oui. Tout est cher. Terrible. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, les identités régionales. Mais en plus, tu sais quoi? J'ai passé là, du coup 2 semaines en France et les gens ils l'ont déjà dans leur consommation. Tu vas au Leclerc, tu vas au Carrefour, tu vas n'importe où. Le consommer local, c'est pas juste un branding. C'est vraiment les gens maintenant ils ont un certain goût pour ça. Et tu vois tous les débats qu'on avait sur le Mercosur, le fait que les autres doivent avoir les mêmes normes que nous on a, etc. Je pense que les gens maintenant ils comprennent qu'il y a un attachement à nos agriculteurs locaux, à nos artisans, à tout en fait, parce qu'on a vu en fait, comme tu disais, la mondialisation nous déposséder de beaucoup de choses, ne plus être maître de tout ça. Et c'est pas forcément ne plus être maître, c'est de ne plus avoir de lien avec. Tu vois, t'es pas obligé d'être parce que maître, il y a un aspect de dominance, il y a un aspect... Non, maître souverain. Maître... oui, ok. On contrôle plus. Ouais. On n'a plus... On ne sait plus ce que c'est. Tu vois, on ne sait plus ce que c'est que quand tu disais, mais la monnaie, c'est compliqué, etc. Et tous les pays se posent la question en Europe, pourquoi on n'imprime pas plus? Pourquoi on n'injecte pas plus? Et ils ont du mal à comprendre ce que c'est que la BCE. Et c'est normal. Et je pense pas que les gens sont censés comprendre l'aspect tentaculaire de la Banque Centrale Européenne. Par contre, tu leur fais comprendre que l'euro, c'est une monnaie commune. Mais que, à l'intérieur de leur région, ils auront des moyens d'échanger cet euro directement les uns avec les autres. Et que tu verras, en fait, cette espèce de cercle vertueux de l'argent. Là, tu arrives à avoir les gens. Mais donc, c'est un grand écart. D'un côté, revenir sur 600 ans d'histoire, et d'un autre, continuer l'intégration européenne. En fait, c'est revenir sur... Je suis d'accord avec toi que fondamentalement, il y a un enjeu, réellement, constitutionnellement, etc. Mais je ne sais vraiment pas si les gens sont tant attachés que ça, à cette histoire-là, etc. Et de 2, qui sont les opposants? Parce que son camp va être un peu obligé de suivre. Il reste qui? C'est pas le RN qui va commencer à taper sur les régions. Ah, le RN, ils ont aucun sentiment régionaliste. Ouais, mais oui, mais ça reste... Ils ont rien de patriote. Ils ont comme patriote l'histoire de France. Ils vont te sortir les grandes figures. Oui, mais et c'est de l'immobilisme. Ils vont détruire... Enfin, ils se mettraient à dos beaucoup de gens de leur électorat. Non, parce que comme tu dis, les gens, ils connaissent pas l'histoire. Ils vont prendre la doctrine qu'on leur force dans la gueule et c'est Moi, je sais pas. Je pense quand même que les gens, globalement, sont un peu attachés à l'endroit d'où ils viennent, à ce truc-là, et que si on leur dit on va te le mettre en valeur, et que t'as quelqu'un d'autre qui te dit non, le RN aurait je pense qu'il va falloir qu'il soit très intelligent en termes de com, ce qui est souvent pas son fort, pour jouer sur une ligne très fine. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est très difficile de se battre contre ça, quoi. De dire, je vais ramener des lettres de noblesse à ce qui fait la France, et ce qui fait la France, c'est vous, c'est nos régions. Nos régions ont du talent, donc je vais les mettre de l'avant. Tu vois, et ça, en vrai, ça serait très difficile globalement. Et surtout que ça... Moi, je pense que ça réglerait pas beaucoup de problèmes, mais tu sais, par exemple aussi, plus vastement, sa politique de natalité qu'il a voulu mettre en place, si les gens ils s'attachent à leurs racines aussi, c'est plus facile. Puis même aussi l'immigration, l'intégration, ça se passerait aussi différemment, parce que du coup, les gens, quand ils arriveraient, ils s'intégreraient dans une région, ils s'intégreraient pas en France, un truc vaste, absurde. Il y aurait souvent des petits trucs communautaires en leur disant, bah tu vois, ici c'est comme ça qu'on mange, c'est ça qu'on mange, c'est ce plat-là régional qu'on mange. Ah mais je suis totalement d'accord. Tu vois, c'est un peu comme au Canada, quoi. T'as jamais bouffé un truc qui vient de Vancouver. Quand t'arrives au Québec, on te dit c'est le Québec, c'est comme ça, pas autrement. Et quand tu vas à Halifax, t'as du homard. Quand tu vas au Québec, t'as de la poutine. Quand tu vas si tu vas aux États-Unis, en fonction des États, on va t'expliquer. T'as du burger, mais un peu différemment. Voilà, ça va changer. Non, mais si tu vas au Texas, ça va être le barbecue. Par exemple, ça va être des ribs, ça va être. Tu vas en Louisiane. La bouffe, j'ai pas mangé là-bas parce que c'est piquant et que je suis fragile. Mais le poulet avec leurs épices, là, c'est un truc très très commun. Tu vas dans différents États, ça change. Tu vas au Minnesota, c'est pas pareil non plus. Là, c'est très free parce qu'il fait froid. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de sujets connexes dans lesquels on aurait une forme de début de réponse aussi. Tu vois, et des sujets importants. Et tu vois, dans notre miniature, on a mis « et maintenant », tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faire ces réformes-là, ça serait bien. Après, est-ce qu'on tire pas trop sur la comète? Est-ce qu'on lui porte pas trop de... Non, mais tu vois... Le truc de l'héritage, moi, je te crois, parce que ça, c'est voilà. tous les présidents
depuis, à mon avis, je pense que c'est Pompidou qui a instauré ce truc-là, avec son centre Pompidou, là, où, tu sais, l'héritage, fallait... Parce qu'il a quand même réussi à passer après De Gaulle. Non, c'était... Attends. Dans l'ordre, c'est qui? C'est De Gaulle. Non, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Ça, D'Estaing après, ouais, pardon. Mais Pompidou, ça a été le premier, on s'en est bien souvenu. Tu vois, d'Estaing, on l'oublie souvent. Sans... Ah, pas en Auvergne. Non, c'est un fier Auvergnat, Vulcania, c'est grâce à toi, mon pote, le Zénith d'Auvergne aussi. Vulcania, on soutient, ouais. Okay. Mais globalement, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que... Tu connais Vulcania? Oui. Tout le monde se souvient de lui parce que il est le son de Pompidou, tu vois. Et après, il y a eu un peu cette course à la... Mitterrand était dans un délire. Bah, Sarko, il y a rien. Voilà. Non, mais Chirac aussi a voulu avoir... T'as l'impression qu'ils veulent tous laisser un peu un héritage. Mais je pense que Sarkozy, il y a rien. Chirac, t'as quoi? T'as le Quai d'Orsay? Enfin, t'as le musée du Quai d'Orsay? Oui. Puis les pieds jaunes. Bah, ça, c'est plus Bernadette, ouais. Mais Sarkozy, il y a rien parce que je pense, après avoir vu son entrevue sur Légende, je pense sincèrement qu'il n'avait pas tant que ça anticipé sa défaite. Et je pense que dans sa tête, son mandat n'était pas fini. Bah ouais. Tu vois, donc il a pas prévu son héritage. Après, est-ce que Hollande, il y a la possibilité en un mandat de laisser quelque chose derrière? C'est difficile aussi en un mandat, 5 ans c'est court. Tu vois, et là effectivement, là il a 30 mois où c'est vrai que ça sonnait un peu, je me déconnecte entre guillemets du politisme, et c'est vrai que dans les commentaires qui est passé sur Twitch par exemple, et je sais que c'est pas représentatif mais c'est toujours intéressant, la plupart des gens revenaient beaucoup sur les JO, genre un truc en mode tout ce qu'il a fait de bien, de toute façon c'est les JO, tout ce qu'il a fait de bien c'est peut-être la réouverture, on verra une fois que c'est passé, tu vois, de la cathédrale. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à s'attacher à et c'est vrai que la parenthèse des JO, moi je suis... C'était magnifique. Extrêmement impressionné d'à quel point les gens ont tout mis de côté. Tous derrière Léon Marchand. Tous derrière les frères Lebrun. Ouais. Ça a été une réussite globale et j'ai été impressionné de l'escrime, qui est un sport auquel j'attache. C'était beau. C'était magnifique. Ça, tu sais, quand tu sais, l'émotion de te dire, voilà, je suis pas attaché au sport en général, je suis pas très attaché au JO, mais de voir l'escrime là-bas. Dans le Grand Palais. De me dire, tu vois, et je me dis. Et Kaolivast! J'aurais dû y être, peut-être, de me dire, putain, j'aurais aimé être là, tu vois, de me dire, j'aurais dû continuer ma carrière. Mais, tu vois, de me dire ça. Tu sais que mon cousin fait de l'escrime à Aix. C'est vrai? Maintenant, ouais. Bah, au club, je crois qu'il a peut-être arrêté. Mais, non, il en fait. Ouais. Donc, je pense à toi. Mais en vrai, c'est ça. Et je me dis, peut-être que c'est ça qui va faire le déclic, tu vois, c'est de dire, bah, en fait, c'est possible de faire des immenses trucs très bien réussis. Et oui, on a parlé de la cérémonie d'ouverture, tout ce que tu veux, machin, mais c'est très vite passé. Oui, c'est anecdotique. C'est anecdotique et ça s'est tellement bien déroulé. Et je pense qu'on a parlé autant de la cérémonie d'ouverture parce qu'il y avait un peu un sentiment des gens qui voulaient que ça se passe mal. Ah oui. Parce qu'on attendait que ça se passe mal, que ça se rate, tu vois. Et finalement, bon, on a trouvé que Philippe Catherine en bleu pour dire que ça s'était mal passé. Et après, ça a été merveilleux. Et c'est vrai que s'ils peuvent réussir à faire un truc comme ça serait pas mal. Et du coup, on reviendrait un peu à mon truc auquel j'attache, que la petite politique dans laquelle on s'entretue, bah, ça serait juste l'extrême droite et l'extrême gauche, pour reprendre ces termes, qui la ferait. Tu vois, bah, tu vois, moi, je vois un peu ça, un peu. Et ça saoulerait les gens. Peut-être. Mais c'est un peu ce que je disais quand la censure a été votée. Moi, je pense que ça y est. On est arrivé à un moment de cristallisation du fer à cheval. Où vraiment l'extrême droite et l'extrême gauche se sont rejoints sur un dégagisme. Pas sur un projet commun du tout. Ah non, il y a aucun vraiment projet commun. Bah, le projet commun, c'est faire dégager Macron, à la rigueur. Du dégagisme. Mais... le dégagisme, ça survit mal. C'est pas de la politique. Surtout quand la seule personne te dit droit dans les yeux, jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde, je ferai mon mandat pour lequel vous m'avez élu. Voilà. C'est-à-dire vraiment la procédure de destitution. Très bonne vidéo d'ailleurs sur la vidéo d'Astrosang, comment se débarrasser d'un président de la République. Impossible à avoir le jour. Voilà. Mais vraiment impossible. Donc, et c'est facile de dire faut couper la tête du roi, c'est très facile en France. Par contre, de faire quelque chose, ça va être compliqué. Et là, je pense que ce qu'il faut, et peut-être pour finir notre podcast, pour finir ce truc-là, moi, je pense que la stratégie que maintenant doit adopter, enfin éviter en tout cas pour moi Macron, c'est de cramer les cartes de ceux qui vont lui succéder. C'est pas seulement, peut-être il va essayer de s'attaquer encore à l'extrême droite ou quoi que ce soit, en tout cas c'est un échec jusqu'à présent, donc il faudrait qu'il arrête. Par contre, nous crame pas nos chances pour la suite, mec. Parce que
les gens vont retourner un balancier gauche-droite quand le centre se sera affaibli. Là, la Macronie est en train de s'écrouler sur elle-même. Attal fait malheureusement beaucoup de travail pour essayer de prendre le centre gauche sous son aile à lui et uniquement à lui, et a beaucoup savonné la planche de Barnier de ce qu'on entend. La droite a paru crédible. Moi, je pense que la droite ressort gagnante de ces 90 jours parce que Barnier, tout le monde, mais même ils sont tous exprimés. Même Mélenchon, avant-temps, il a dit c'est pas un vote contre Barnier. Barnier, il a fait ce qu'il a pu. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit, un truc comme ça, il a dit il a fait ce qu'il a pu, ou alors il y a d'autres gens qui ont dit il avait une tâche impossible. On lui trouve des excuses. C'est lunaire. Alors là, jamais on a été aussi clément avec Borne ou Attal ou jamais de la vie. Que ce soit. Jamais de la vie. Genre, j'étais impressionné à quel point les gens disaient. Et c'est vrai. Regarde comment il s'exprimait. Moi, je le regardais beaucoup à l'Assemblée. Du coup, j'ai profité. Je savais que ça serait temporaire. Respect, écoute, distance, pilule quand il fallait. Ouais, des petits taquets. Voilà. Ouais. Mais jamais dans l'irrespect, jamais dans l'outrance. Et je pense que c'est là où les extrêmes se font voir. Il apparaissait raisonné. Voilà. Et c'est ça que la droite doit représenter. Jamais d'outrance, de la raison, de la rigueur, du strict et en fait du sincère. Parce que sinon, tu vaux pas mieux que les autres. Et oui, Trump a gagné en jouant la politique de l'outrance. Il apparaît sincère, par contre. Là, je te l'accorde. Il apparaît sincère, Trump, par exemple. Oui. Il a l'air de croire vraiment ce qu'il dit. Là où c'est vrai que Kamala, par exemple, moins l'impression de croire ce qu'elle dit. Je suis tout à fait d'accord que Trump, quand il dit « je ne veux pas payer de taxes, on paye trop de taxes », tu te dis « oui, il a raison ». Enfin non, mais oui, il est très sincère. Et je pense qu'en France, on n'aura pas de Trumpisation, vraiment. On a vu avec le RN, ça n'a pas marché quand Le Pen s'est vraiment Trumpisé. Par contre, et d'ailleurs Mélenchon en revient, regarde comment il était sur France, sur TF1, il était beaucoup plus calme que ce qu'on l'a connu dans certaines époques. Et Mathilde Panot n'arrive pas à rejoindre les gens parce qu'elle essaye de cosplay un Mélenchon de 2015 qui ne fonctionne pas auprès des gens. La petite tacle, elle m'a fait rire. Elle était déplacée, mais la tacle de Gilles Boulot. Oui. En disant, oh my god, vous avez jamais été au deuxième tour, vous? Oh, elle a fait mal. Venant d'un journaliste, c'est vraiment déplacé. C'est très déplacé. Jamais tu fais ça. Tu fais une interview, donc tu ne donnes pas ton avis. Enfin, c'était vraiment déplacé. Mais par contre, très bonne tacle. Mais je pense que c'est ça. Il va falloir que, en fait, t'as le fer à cheval, il va s'effondrer. Tout va s'effondrer en France. Et ça va être à ce moment-là qu'il va falloir qu'il y ait des gens très intelligents qui arrivent pour rebâtir. Mais Macron doit surtout pas saper les Édouard Philippe, saper les Gabriel Attal, qui formeront la gauche et la droite des 30 prochains mois. Ils formeront en fait cette nouvelle gauche-droite. Mais si tu fais un gouvernement d'union nationale qui va de la droite à la gauche, les gens qui sont encore dans le dégagisme, ils vont dire ok, encore des gens qui ont renié qui ont chié sur Macron pendant des années et qui maintenant sont prêts à négocier avec lui. Mais le truc, c'est que l'argument fort du RN, ça reste de dire 11 millions de voix et pas de représentation dans le gouvernement. Bah ouais. On est le premier parti, et alors, etc. Non. Les socialistes, ils avaient bien plus que 11 millions de voix quand Sarko était au pouvoir, mais ils étaient minoritaires tout pareil. Oui, mais t'es pas obligé de les respecter. Sur le fait qu'ils ont. Oui, c'est le premier parti. Il y a pas de. Non, mais il y a pas aussi de majorité claire. Ouais. Et c'est le premier parti. Oui. Mais il n'empêche que tu peux quand même mépriser quand c'est tes opposants. Alors le mépris dans le respect, mais dans le sens tu peux les mépriser politiquement. Oui. Ils ont dit oui, on nous a méprisés, nani nana. Oui, mais connard, si jamais il était allé voir LFI, t'aurais été le premier à gueuler. Pourtant, LFI aussi, ils ont des électeurs. Et il faut tout autant les respecter. 7 ou 8 millions de voix, je crois. Quand tu es au gouvernement, tu es le gouvernement de tous les Français. T'es pas le gouvernement de ceux qui t'ont élu ou de ceux qui te soutiennent. Tous les Français. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais globalement, c'est hallucinant de dire ça. Je sais pas. Et donc, peut-être pour terminer... Premier ministre. C'est exactement. Qui en Premier ministre dans Lucie quelques Gasté. jours? Tu crois? Alors, non, je crois pas que ça se passera comme ça parce que Macron est un vainqueur. Donc, Macron ne s'avouera pas vaincu. Et donc, Macron, voilà. À part s'il est acculé, vraiment, pour moi, la meilleure solution actuellement, et j'étais pour Barnier, hein. J'ai toujours dit que j'étais contre Lucie Gasté. Mais là, actuellement, pour rebâtir une droite forte et reprendre un balancier gauche-droite, il va falloir laisser la gauche gouverner. Et vous dites, et LFI est prêt à ça, parce que Mélenchon l'a rappelé, Lucie Gasté
mais pas un seul LFiste au gouvernement. Ah non, mais LFI, dans tous les cas, globalement, faut pas oublier, c'est 68 députés. Oui. À aucun moment, ils ont un ticket de pouvoir... On s'entend que dans une alliance NFP avec une Lucie Casté... Et le Barnier, vraiment, LR était moins de députés, je crois encore. Ils avaient, donc oui, j'ai rien dit. Mais Lucie Casté étant du NFP, LFI serait appelé, voilà. Mais non, tu mets Lucie Casté, mais tu mets personne, aucun LFI au gouvernement. Pas parce qu'ils se décomptent, parce que moi je pense que Clémence Guettet est très intelligente. François Ruffin n'en fait plus partie, mais aussi était très intelligent. Mais Clémence Guettet, c'est peut-être la plus intelligente de toutes. Juste parce que ça représente quelque chose qui est inacceptable. Tout comme tu ferais jamais rentrer des RN au gouvernement, tu ne dois jamais faire rentrer des LFistes. Et tu peux prendre des gens qui sont border. Tu peux prendre des Sandrine Rousseau, je crois qu'elle n'est pas passée chez LFI officiellement, comme tu avais fait rentrer à l'époque, comment il s'appelait là, le gars qui a un nom corse, à l'intérieur sous Chirac. Paoli. Comment il s'appelait? Je sais plus son nom. Tu vois de qui je parle? Oui. Mais il y avait des gens qui étaient border dans le gouvernement de Chirac vers la fin, mais jamais du côté extrême. Et bah tu fais pareil. Tu mets Lucie Casté, tu légitimes la gauche, tu fais en sorte de prendre des écolos jusqu'à Gabriel Attal et tu roules avec ça. Et à la limite, tu donnes l'intérieur à Bruno Retailleau parce que il fait un bon boulot et parce que ça te fait un garant de droite et puis voilà. Mais voilà. Sinon, en qui ça sera nommé, je pense que il va nous sortir un gars tout droit sorti du chapeau et comme il a fait avec Barnier, sûrement son ministre des Armées ou un truc comme ça. Et voilà. Tu l'as? Non, je sais pas. J'ai tapé Paoli Chirac. Non, c'était pas Paoli, mais voilà. Et toi? Moi, je pense. Si je dois donner un nom, mais tu sais, après on va toujours passer pour des cons quand c'est pas eux, mais je vais quand même le tenter. Non, mais celui que tu veux d'abord. Celui que moi je voudrais? Ouais. Franchement, je sais pas. Hein. Je trouve que c'est une tâche tellement difficile aujourd'hui, tellement compliquée. Moi, je me suis dit, il y a un monde où il remet Barnier tout de suite. Avec un autre gouvernement, tu vois, mais je me suis dit, en vrai, globalement, j'étais assez satisfait, entre grandes guillemets, de Barnier. Je trouve qu'il a été honnête dans sa démarche, tu vois. Et c'est ça qu'on avait besoin et c'est ça que j'attendais un peu d'un Premier ministre dans cette crise actuelle, tu vois. Ouais. Qui, pour le coup, pas parce qu'ils l'ont répété, mais prennent des responsabilités, tu vois. Chose qu'il a fait. Et que, et que je trouve que son utilisation du 49.3 était peut-être la première depuis si longtemps qui était vraiment justifiée. Dans le sens où tu voyais vraiment que, pour de vrai, il engageait sa responsabilité. Il était vraiment en mode, il y croit, tu vois, genre à son truc. Donc après ça passe pas, c'est le jeu démocratique, mais tu lui portes pas préjudice. Franchement, en Premier ministre, je sais pas. Moi, en vrai, j'ai pas tellement de préférence. Le seul que je me dis que c'est possible, Casté est un bon choix, mais peut-être Bayrou. Bayrou? Ouais. Oh putain, le gars avec le moins de colonnes du monde. Non, lui, il arrivera jamais à rien. Moi, j'ai trois éléments qui m'ont fait penser à ça. Ouais. Le premier, c'est que il faut, si tu veux constituer un gouvernement qui réunit la gauche, un peu de droite, si t'as quelqu'un du centre, c'est plus facile. Si t'as quelqu'un de gauche, lui faire avaler des gens de droite, c'est plus compliqué. De base, tu sais, genre juste... Ouais, bien sûr. Ensuite, je pense que dans ce temps de crise actuel, d'avoir quelqu'un qui, malgré tout, connaît bien la vie parlementaire, connaît la vie politique, ça fait longtemps qu'il est là, qui a vu passer plusieurs gens, c'est bien. La même raison pour laquelle on a choisi Barnier. Tu as de l'expérience, tu vois. Je dis pas qu'il a une bonne expérience, je dis juste qu'il a une expérience. Après, il est connu aussi auprès des Français. Donc ça, c'est pas non négligeable. Je connais pas trop l'opinion vis-à-vis des Français de ce gars-là. Mais c'est pas dingue hein, quand tu vois comment son parti est représenté à l'Assemblée nationale et comment il s'est fait humilier en 2017 avec l'accord avec Macron. Il est toujours là, c'est Manuel Valls en mieux réussi. Bah il est pas parlementaire. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours actif dans la vie politique. Et le dernier point, c'est que dans l'agenda du président, aujourd'hui, 5 décembre, à 12h30, il a mangé avec lui. Oui, enfin il a mangé avec plein de gens. Hein. Non, il a mangé avec lui. Les autres, il les a reçus. Lui, il l'a mangé avec lui. Ouais. Et même, le fait de le recevoir, alors qu'il est pas élu, qu'il est pas truc, je suis en mode, ça m'a paru
pas assez, j'ai pas connaissance, et peut-être que j'ai une connerie, mais j'ai pas connaissance qu'ils soient potes, par exemple. Tu sais que genre. Ah bah quand même, ils font partie de la même alliance. Oui, mais sans lui, il n'était pas élu en 2017. Ouais, mais peut-être que c'est juste un conseiller, tu vois. Mais je me dis, en fait, quand je me suis dit pourquoi il pouvait le recevoir, etc., je me suis dit, bah en vrai, lui, par exemple, il aurait la capacité par son image du centre, parce que moi je pense que c'est ça qui est important, c'est que si tu veux effectivement des gens à gauche à droite, il faut que ça soit quelqu'un de... Mais t'es pas dans le déni de démocratie? Parce que déjà qu'on lui a reproché de pas prendre en compte le résultat des élections, il a pris quelqu'un à droite et il pouvait utiliser la com en disant bah écoutez, non mais tous les premiers le ministres, pays ils ont pas besoin d'être à l'Assemblée. Oui, mais ils doivent représenter quand même l'Assemblée nationale de telle manière si le gouvernement représente, à obtenir quelque chose après. Si le gouvernement représente l'Assemblée nationale derrière, ça passe. Pour moi, il n'y a pas de déni démocratique. Représente l'Assemblée nationale derrière, c'est-à-dire comment tu veux que Bayrou si la représente composition du gouvernement que Bayrou va proposer représenter la gueule de l'Assemblée, pour moi, il n'y a pas de déni démocratique, puisque finalement, les gens en poste sont récupérés. Puis le Premier ministre est je crois presque sûr, quasiment sûr. Michel Rocard, par exemple, Premier ministre très apprécié, pas élu au moment où il est Premier ministre. Donc je suis en mode... C'est pas forcément mais un lien, tu vois. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste que la France est un régime... Et ça tient à l'image du centre. Il y a des gars au centre qu'on a associés au centre. Oui, mais le centre est rejeté par tout le monde. Je pense que c'est ça qu'on n'est pas d'accord. Je pense que, pour moi, le centre, c'est fini. C'est terminé. Les gens ont dit maintenant, on a essayé. Il faut faire avaler la pilule aux autres de leur dire tu vas travailler avec un mec de gauche et de droite. Ils veulent plus. Ils veulent plus le compromis. C'est terminé. Évidemment, la logique voudrait dire que un bon régime, c'est faire aussi bien du sport que manger des petites gourmandises. Et le sport, ça serait la droite, et les gourmandises, ça serait la gauche. Non. Bah, pourquoi celui qui est la santé, celui qui rend malade, c'est la gauche, tu veux quoi, à gauche, on donne, et à droite, on prive un peu. Voilà, c'est comme ça. Mais les gens, ils ont essayé en 2017. Ils sont partis sur ce pari. Ils ont dit, tu sais quoi, on en a marre de la droite, on en a marre de la gauche, on va prendre le meilleur des deux mondes. Et en 2022, ils ont fait oh là, c'était pas dingue, on n'est pas foufou, mais bon, on va éviter à Le Pen de passer, donc on va refaire ça. Là maintenant, ça s'est effondré à 3 reprises. Européenne, législative, censure. Et la censure, c'est ça qui est pervers. C'est que la censure, elle vient pas du peuple. Oui. La censure, elle vient des élus. Des institutions. Donc on veut dire ce qu'on veut, que le peuple est totalement derrière les élus ou pas du tout. Le résultat, il est le même. Mais dans l'image que les gens ont maintenant, c'est que le centre, c'est terminé. Il s'est fait battre aussi bien dans les urnes qu'à l'Assemblée. Et l'Assemblée, ils sont pas là pour rien. L'Assemblée, ils sont quand même là pour représenter le peuple. Et c'est pas juste LFI et le RN. C'est LFI et tout le nouveau Front Populaire qui a réussi à faire dégager ce centre. Malgré la résistance des LR. Donc là, maintenant, remettre quelqu'un du centre, tu peux. La logique est bonne. Mais il faut que ce soit périn. Tu peux pas avoir un gouvernement qui va durer 90 jours ou moins. Parce que là, pour le coup que Macron, là, il va paraître pour un incapable. Et faut pas oublier que la procédure de destitution est complexe, mais au bout d'un moment, il risque d'y avoir des gens très sereins et très normaux qui risquent de dire, est-ce que la question se pose pas? Est-ce qu'il n'est pas rendu incapable à gouverner la France? Non, parce que lui, il n'est pas. C'est les gens qui l'empêchent de gouverner. Ah oui, mais le problème... Les motions de censure ne viennent pas de lui. Oui, mais c'est que lui, il doit choisir le Premier ministre. Oui, mais alors là, après, c'est un vrai débat qui est qu'on a réussi, quand je dis on, c'est d'une manière commune, si c'était le cas, à pervertir au plus haut possible la Ve République. Ah, totalement. Puisque la Ve République a été écrite en réponse à la Quatrième République, où il y avait où ils étaient un immobilisme total. Troisième et Quatrième République. Oui, on a réussi, mais sur un laps de temps énorme. Non, mais à cause des parlementaires. Oui, mais et que là, si on retomberait à paralyser le président, à le rendre incapable de gouverner à cause des parlementaires, parce que ce serait le cas, parce que il pourrait plus rien faire parce que son gouvernement serait déchu en permanence. Et alors là, on aurait fait la boucle est bouclée. Et mais c'est acceptable. Sixième République, du coup. C'est acceptable. Oui, mais moi, de toute façon, c'est la seule issue que je vois. Ah bah tu vois, t'es d'accord avec Mélenchon, c'est bien. Ah mais je pense que fondamentalement, c'est. Non mais la 5e, pour le coup, on le dit très souvent, mais c'est très vrai, il faut l'intégrer dans la tête. Elle a été écrite par un mec pour lui, pour qu'il l'incarne. Oui, oui. Le jour où ce mec est mort avec, pour moi, quasiment, c'est mort avec. La Constitution américaine, elle maintient parce qu'il y a eu 10 personnes ou 11 personnes qui l'ont écrite.
quand t'as une seule personne qui centralise à ce point-là, et je crois il y avait lui, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Et les États-Unis de la Constitution américaine n'ont rien à voir. Oui, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se réformer. Là où nous, non, dans le sens que c'était les 13 colonies. Oui. Ah oui, globalement, oui. Là où nous, le territoire n'a pas changé. Les hommes politiques, regarde Barnier. Regarde Barnier, il était vivant au début de la 5e. Oh putain, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On a des gens qui ont vécu l'avant. Joe Biden était vivant. Non, mais mes grands-parents mes grands-parents étaient vivants avant Joe Biden, à l'âge de tes grands-parents, j'espère. Oui, voilà. Mais dans le sens que c'est pas, je veux dire, c'est pas irréaliste. Oui. Mais il y a un concept même de dire, bon, les institutions, elles sont en santé. Il faut pas se mentir. Les institutions, ça va, elles tiennent. C'est les politiques qui sont plus étanches. Ah oui. Non, et je suis d'accord. On a trouvé la faille, mais comme dans tout régime, surtout en France, on a trouvé la faille de la 5e. C'est les 3 blocs. Les 3 blocs, ça ne peut pas permettre à la 5e de fonctionner convenablement. Et c'est logique qu'à un moment, le président soit tenu pour responsable, parce qu'il faut bien un contre-pouvoir, un moment où on n'est pas un roi intouchable qu'on peut venir chercher sûr, que les 5 ans. Est-ce que ça serait pas le moment, justement, quand je parlais de réforme constitutionnelle, peut-être pas de changer de république, mais de réfléchir à tous ces trucs-là. De se dire, si on ramène le pouvoir plus au niveau local, si on ramène les gens dans une pensée pour eux-mêmes, qui comprennent les impacts de ce qu'ils font. Et s'ils votent de la merde, ils vont subir la merde. Oui. Mais s'ils votent bien, ils ont du bien. Pas, on vote des trucs qui remontent à Paris, qui vont remonter à Bruxelles, dont on va voir les résultats que dans 3 ans. Ah ça, de toute façon, c'est la grande critique avec laquelle moi je suis d'accord de l'Union européenne. C'est que tu votes un truc qui remonte à Paris, qui peut être changé à Bruxelles, et à la fin, tes tomates, c'est pas les tomates que tu voulais. Voilà. Parce que 6 ans plus tard. Voilà, t'as la fameuse loi que le calibrage des tomates est décidé par Bruxelles pour les vendre dans toute l'Europe. Ou même ta fenêtre. Tu veux changer ta fenêtre, on te dit non, c'est pas les normes européennes, tu vois. Et tu te dis, mais moi, j'habite pas du tout à Bruxelles et je m'en fous, je veux juste changer mes fenêtres, tu vois. Et c'est un peu lunaire c'est vrai pour le coup de penser comme ça, quoi. Mais on n'aura pas de rapprochement européen tant que les gens n'auront pas acté que maintenant tu es européen et français et alsacien. Mais c'est très complexe comme manière de penser. Et je pense que la 5e n'y est juste pas prête, parce que tu peux pas te dire on a un seul territoire et des régions très indépendantes, etc. Puis Bruxelles, puis ceci. Non. Pense que la 5e a été faite quand l'Union européenne n'existait même pas. Ah oui, non, c'est sûr. L'OTAN non plus. Enfin, c'est fou. Non, on a greffé l'Union européenne sur la 5e. A tellement évolué, et les dynamiques de la 5e ne permettent pas non plus de. Quand t'as des partis comme l'Allemagne ou l'Italie qui sont, comment on dit, parlementaires, c'est plus facile d'évoluer. Bien sûr. Et le meilleur exemple, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui subit tout le temps, qui change tout le temps, mais qui survit parce que justement, ils ont la stabilité royale, qui je pense dans le fond sert quand même à ça, et qu'à ça. Et deuxièmement, parce que s'ils sont pas contents, ils peuvent avoir une élection tous les 3 mois. Et le gouvernement va quand même fonctionner, et on l'a vu là avec Liz Truss, avec c'était n'importe quoi. L'autre après, j'ai plus son nom, et Steiner aujourd'hui. Je veux dire, en l'espace de 4 ans, on a vu peut-être 3 premiers ministres anglais, tu vois. Et là, nous, on est à 2 premiers ministres en 1 an, et on se dit ça y est, c'est là en 1 an. Il y a Attal et Barnier. Non, il y avait Borne. En janvier, il y avait Borne. Ouais. Autant pour moi. 24 janvier, je crois que ça a été le remaniement, parce que ça a été notre podcast. Okay, ouais. Attal, Barnier, et donc lundi, je crois qu'il va nommer son prochain premier ministre. Donc non, moi aussi, je suis assez d'accord pour une réforme globale, mais je veux dans la centrale, faut que ça soit central pour moi, c'est que les gens pratiquent plus la politique. Je suis pas d'accord avec toi sur le fond. Si c'est au niveau local, ça me dérange pas. Si c'est au niveau étatique. Oui, parce qu'effectivement, ce qui déchire les gens, c'est l'affaire Dreyfus, c'est l'immigration, c'est des trucs sur lesquels les gens n'ont pas d'impact et qui sont des grandes idées bien problématiques, tu vois, où quand tu prends l'affaire Dreyfus, on pense souvent ça. Mais qu'est-ce que les gens ils pouvaient avoir comme avis dessus? Non, mais reprends l'immigration, tu connais très bien ce sujet. Entre dire plus ou moins d'immigration, ça c'est une chose. Mais c'est même à ça, personne n'a les compétences de dire plus ou moins. Non, mais je te parle même pas de chiffres. Je te dis plus ou moins, c'est déjà une question fat en soi. Et après on va dire, ok, alors, quelle catégorie, combien de temps, quel genre de visa, quel accompagnement, quel budget, Alors là,
Et c'est pas pour manquer de respect aux Français, mais même moi, je m'inclus à personne. Je suis incapable moi-même de voter ça. J'ai pas envie. Je m'inclus dans ce que je vais dire. Tiens, faut le connaître, le système d'immigration. Mais est-ce que tous les gens qui sont contre l'immigration savent comment le système fonctionne, tu vois? On paye des parlementaires pour ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est juste ça. Donc, je suis d'accord qu'au niveau des grandes questions nationales, etc., c'est compliqué. Tu vois. Et après, le défaut, et c'est le même défaut aux États-Unis, c'est quand tu divises pour les questions personnelles, genre l'avortement. Et là, comment tu fais? Parce que c'est pas l'État qui doit... Enfin, oui, c'est l'État. T'as compris, quoi. Non, mais c'est l'État qui doit assurer parce que c'est un problème de santé publique. Quelle question est fédérale, quelle question est provinciale, quelle question... Oui. Et il y en a qui entremêlent les deux parce que c'est la vie privée des gens, c'est leurs croyances religieuses, c'est leur truc. Et en même temps, c'est la santé, et en même temps, c'est ton droit à tes libertés personnelles. C'est l'avortement. L'avortement est le meilleur exemple pour moi de catalyseur de problématiques où qui doit décider, tu vois. Et tout le monde a un avis sur ça, tu vois, mais voilà. Mais non, donc ça pour dire que pour moi, pour faire avaler la pilule que tu veux des gens à gauche, à droite, forcément quelqu'un du centre qui va pouvoir le faire, sinon les autres vont être trop braqués, tout bonnement, pour constituer ce gouvernement-là. Et j'aimerais bien avoir tort, et j'aimerais bien, monde idéal, que ça soit Lucie Castet, pour mettre en porte-à-faux de fou le nouveau Front populaire pour une censure, et que si t'annihiles un camp des deux, c'est terminé, il n'y a plus de censure. Donc le truc logique, effectivement, ça serait Lucie Castet, avec un ministre à l'intérieur à droite. Et si t'arrives à pull up ça, alors là, le RN va faire toutes les motions de censure qu'ils veulent, mais déjà, avec un ministre de l'Intérieur à droite, ça va être un peu plus compliqué. Parce que ça va être le seul endroit où ils vont pouvoir bouffer au râtelier. S'il y avait effectivement Retailleau, ça serait le seul endroit où ils iraient quémander. Et donc là, tu t'annules la censure pour de vrai, quoi. Ouais. Et après, va leur faire vendre que t'es contre le fait de rénover le patrimoine français. Et en assumant une gauche sincère, sur laquelle je serais sûrement opposé sur beaucoup de choses, mais tu légitimises un parti traditionnel historique qui en a grand besoin, qui est le Parti socialiste. Tu permets aux écologistes... Il reviendrait à ses racines. Bah oui. Le Macron. Mais tu permettrais aussi aux écologistes peut-être de s'affranchir de gens qui n'ont rien à voir avec eux, comme le... Bah, ils ont enfin des leaders et des leadeuses qui ont de la gueule, quoi, donc ouais. Donc, moi, Marine Tondelier m'épate à chaque fois qu'elle parle. C'est fantastique. Je trouve que c'est une leader incroyable. Donc, tu pourras avoir des grandes figures, remonter un petit peu la gauche. Et si tu as un gros front de droite face à ça, mais tant mieux. Comme je te dis, on écrase cette espèce d'étrier qu'on a fait. On aplatit la courbe, comme dit l'autre. Très belle phrase pour terminer. C'était une phrase de Gramsci que j'ai entendue dans un documentaire en parlant de l'entre-deux-guerres. Et il disait l'ancien monde est mort, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur, les monstres surgissent. Et on est exactement à ce moment-là pour moi dans la politique française. On est dans le clair-obscur, où les monstres surgissent, ceux qui n'en ont rien à foutre, ceux qui sont prêts à tout brûler, et il faudrait qu'on passe au nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est celui qu'on a décrit, tu vois, avec peut-être une réforme constitutionnelle, etc. Et mon seul souhait profond, c'est que Macron ait peut-être cette phrase en tête, et c'est dans ces moments d'instabilité, dans ces moments-là, que les vrais drames démocratiques sont arrivés. Et donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. C'est très bon. Est-ce que tu as des recommandations pour finir ? Ce que je regarde en ce moment, qui pourrait plaire aux gens, c'est vraiment pas bonne ambiance, mais c'est génialissime. J'ai réussi à trouver sur Internet tous les apocalypses, les documentaires de France TV, qui font donc la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est des documentaires, c'est que des images d'archives qui sont retravaillées, colorisées. Ah oui, j'ai vu, oui. Oh, ça date, ça, c'est quelques années. Non, parce qu'en fait, c'est le premier sorti en 2010-2011. Oui, c'est ça, voilà. Mais en 2024, ils ont sorti un épisode spécial sur les débarquements. D'accord. Et j'ai regardé tous ceux de la Première Guerre mondiale, et c'est fantastique. Mais vraiment, c'est un documentaire, et même pour comprendre, même encore tu sais, souvent, on fait des références à des trucs et tout. Par exemple, on va te dire que Mussolini a été élu. Mais quand tu regardes comment Mussolini est arrivé au pouvoir, dans le détail, dans les trucs et tout, c'est un énorme raccourci de dire qu'il a été élu, quoi. Même Hitler a pas vraiment été élu. Hitler il a été élu à la proportionnelle, c'était le premier parti, il avait 30% de gens qui étaient d'accord avec lui. Non, mais à 30%, ton bénéfice démocratique, il est bas. C'est ça. C'est vraiment pas toute l'Allemagne qui est d'accord avec toi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il a imposé son truc. Mais même à ça, le Kaiser, et puis,
si vous avez le temps comme moi, regardez vraiment tout quoi. Tu regardes tout de la Première Guerre mondiale dans l'ordre chronologique parce que les trucs sont bien construits et ils te montrent les personnages qu'il faut retenir. Par exemple, un général allemand de la Première Guerre mondiale, le général Hindenburg, à quel point Hitler après va s'en servir derrière, il va le trahir et tout, et tu te dis ouais, mais c'est un peu leur pétain à eux, tu vois, dans la prestance qu'avait ce mec-là, sauf que lui s'est fait écraser. Enfin, c'est fantastique au niveau de l'histoire. Et comme je dis, c'est que des images d'archives. Et la Première Guerre mondiale, je la connaissais très mal. Parce que très longtemps et vite passé à l'école, tu sais, on s'attardait plus sur la Seconde Guerre mondiale, moi, quand j'étais à l'école. Et là, la première, vraiment, enfin, je veux dire, d'avoir des images colorisées de Verdun, alors ça te retourne le ventre, hein, mais c'est nécessaire, je pense, tu vois. Et je trouve ça exceptionnel. Et j'aurais envie que les éditeurs de plateau, les Pujadas et les Pascal Pro de ce monde regardent ces documentaires quand des fois ils ont des mots très légers sur la guerre en Ukraine et sur l'intervention qu'on devrait avoir et sur plein de choses. Et voilà, je trouve que c'est un bon rappel aussi que ça te rappelle l'horreur de la guerre, quoi. Bah oui. On a un peu oublié, j'ai l'impression, des fois en politique, quand on parle à la légère, tu vois. Et quand je vois des Scholz qui sont ridiculisés, je me dis non, c'est peut-être parmi les plus sensés, tu vois, parce qu'il pèse tous ses mots, il réfléchit. Il veut pas spéculer. Alors, des fois, il peut être accusé de lâcheté, de problématique, mais c'est quelqu'un qui a une approche, à mes yeux, tu vois, dire en dynamique, rien n'est exclu, on va peut-être déployer des troupes. Pour moi, c'est comment dire, c'est irresponsable, tu vois. Tu réfléchis pas comme ça quand t'as l'histoire du continent européen en arrière. Donc, c'est ça ma petite reco, pas très fun, mais elle est quand même vraiment bien. Et toi ? Intéressant. Moi, c'est Dans l'ombre, la série qui est sortie basée sur le livre d'Édouard Philippe. Ah oui. Très bien. Bon, ça révolutionne pas le genre. Je préfère quand même Baron Noir ou quoi que ce soit, mais c'est très sympa. Baron Noir, regardez pas. Très cool, hein, ça se passe en 2025 et les acteurs sont fantastiques comme d'habitude avec les séries françaises. Et non, jusqu'à la fin, vous allez avoir du suspense, un suspense qui est bon. Et l'acteur principal, enfin l'acteur qui joue le candidat à la présidence, je l'aime beaucoup parce que je l'avais vu dans OVNI. Mais sinon, tous les acteurs autour sont très bons. Il y a une actrice québécoise très connue aussi. Donc voilà. Et le deuxième, c'est moi je pense que dans ces temps troublés politiques, il est temps d'aller voir des gens qui bossent et des gens qui sont sérieux. C'est pour ça que je vous tournerai vers votre Equinox le plus proche, le parti politique qui prend l'écologie au niveau pragmatique. Et moi, c'est une vraie bouffée de fraîcheur que de parler avec des gens comme ça, parce que ça montre qu'il y a des gens qui sont capables de dépasser les clivages tout en restant dans leur parti s'ils en ont envie, mais de parler politique, tourner vers les solutions. Et une fois qu'on a adressé les constats, comment on se met d'accord sur des solutions ou sur des réactions. Et je pense que ça... C'est ce qui manque cruellement, parce qu'aujourd'hui, ils sont très forts pour dénoncer. Ouais. Mais quand il s'agit d'expliquer comment on va régler le problème... ils te disent on a un programme économique validé on a les concepts d'un plan. Non, validé par vachement d'experts. Il y a quoi dedans ? Non, mais il est validé, il est bon. J'ai toujours pas compris le programme économique du NFP. Non. Et c'est pas, j'ai envie de le comprendre, hein, mais il est pas venu jusqu'à moi, quoi. Non, et exactement. le RN, pareil, hein, je mets sur immigration, grand problème, machin. Et comment on règle ? Immigration, grand problème. Et tu sais qu'en ayant milité, il ne t'explique pas plus ces parties-là. C'est fou. Et je suis allé parler à des candidats, des gens qui devant les constituants seraient censés. Enfin, c'est lunaire de pas savoir quel est la solution, ouais. Mais quelle est la granularité de ton programme. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi réduire l'immigration? Vas-y, dis-moi. Réinjecter de l'argent dans les petites entreprises locales. Ok. Banco. Comment? Bon. Donc, bosser. Si jamais, c'est jamais un mauvais moment pour s'engager en politique. Les moments les plus graves sont en fait les moments où il faut le plus. Et quand on parlait du clair-obscur, quand on parlait du lendemain, il faudra des gens compétents. Des gens qui sont capables de sortir des méandres de ce marécage commun pour rebâtir une France, rebâtir quelque chose de beaucoup plus grand. Et que ce soit Equinox ou d'autres, on s'en fout. Faut que ce soit des gens qui bossent et qui ont l'intérêt collectif à cœur. Et ça, vous ne l'aurez plus dans les partis traditionnels. Allez voir ailleurs, allez parler, allez toquer à des portes. Et moi, je vous conseille Equinox parce que ça reflète vraiment, si vous aimez un petit peu la manière dont je réfléchis, je pense que ce parti peut vous parler, mais
allez voir, il y en a plein d'autres. Peut-être c'est chez des syndicats, peut-être, vous verrez. Mais engagez-vous. Ne lâchez jamais, parce que c'est au moment où vous lâchez que vous laissez les autres avoir votre discours à votre place. Donc voilà. C'était des bières et débats. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ouais, pour le dernier épisode de l'année peut-être. On va en faire 2 parce que cette semaine il y a la dernière course de F1. C'est vrai. On va faire le grand débrief de la saison. Ouais. On va faire le grand débrief, un grand épisode à mon avis d'1h30 que de F1. Et on fera aussi un dernier épisode, le bilan de l'année, je pense. Ou en tout cas, faut qu'on réfléchisse à un dernier épisode sur l'année, quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Merci, le watch time a dû s'effondrer bien avant, mais c'est pas grave. Pour les gens qui sont encore là, merci d'avoir regardé cet épisode. Et puis c'était Astro et Pidou. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Ciao.